Et bonjour à toutes et à tous pour ce live, donc ce live lecture, donc des streams lecture, hein, c'est pas, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous lire un livre, je ne vais pas vous lire un livre, on va faire sur sur le même modèle que la dernière fois. On va faire sur le même modèle que la dernière fois, c'est-à-dire je vais vous, en gros, vous donner mon avis sur un auteur, en l'occurrence Ewan Colfer. Alors je vais le prononcer vraiment horriblement, hein. Je préfère prévenir, le pseudo va pas être, enfin le pseudo, le nom va pas être incroyable, on va pas se mentir. Je vais essayer quand même toutefois de réussir à vous le dire correctement. Vous le dire correctement, mais encore une fois, bon bah ça va dépendre très fortement de ma prononciation. Euh, voilà. On est aussi, alors également, on va avoir plusieurs trucs parce qu'en fait, Ewan Colfer, pourquoi j'ai pris cet auteur-là? Parce qu'en fait, ça va me permettre de parler, parce qu'en fait, le but à la fin, grosso modo, c'est qu'une fois que le but des stream lectures, c'est qu'à la fois que une fois que le système sera bien rodé et que vous verrez donc ben voilà, où je pars pour parler où je pars pour vous parler de stream lecture, en fait, pour bien ben, définir en fait mon point de vue, comment je vois quelque chose, et surtout en fait ben, pour vous aussi de voir comment on va, enfin vers où on va quoi, où est-ce qu'on va en gros. Et le où est-ce qu'on va est assez important. Le où est-ce qu'on va est assez important parce qu'en fait, moi j'ai envie de vous amener quelque part. Ça va être sur les œuvres de lecture entre guillemets, voilà, les bonnes œuvres de lecture. Vous savez celle où tu dis à la fin, ouais bon écoute, elle était vraiment pas mal, elle était vraiment pas mal cette œuvre. Elle était vraiment pas mal. Donc là, en l'occurrence, ben, là c'est un peu moi où j'ai envie de vous amener. Et comment je vais vous y amener? Ben, en fait, je vais vous y amener tout bêtement à la fin par un truc type Game of Thrones. Voilà, en gros, le but à la fin, ça va être d'arriver sur une excellente œuvre, un excellent univers, quelque chose que moi je considère comme quasiment parfait. Après, encore une fois, je peux me gourer, mais que je considère comme quasiment parfait. Et l'idée, c'est quand même d'arriver à la fin là-dessus. L'idée, c'est quand même d'arriver à la fin là-dessus. Et donc, ben, on va passer par plusieurs auteurs, peut-être un peu plus sombres, par des auteurs peut-être un peu plus sombres, par des auteurs peut-être un peu moins connus, par des auteurs peut-être un peu moins connus. Et en l'occurrence, Ewan Colfer, c'est quelqu'un qui a un gros succès à l'international, mais finalement, quand vous le comparez ben, aux autres ben, auxquels on peut être amené, des autres desquels on va pouvoir être amené à parler après, c'est-à-dire ben, il va peut-être faire un peu tâche. Pourquoi? Parce que pour moi, on va y revenir, il n'a pas tant d'œuvres que ça qui ont marqué en France, déjà. Je vais dire, vous enlevez Artemis Fowl, qui est quand même quelque chose d'excessivement spécifique à mon sens. Euh, Artemis Fowl, c'est vraiment à mon sens quelque chose d'excessivement spécifique. Pourquoi? Euh, Parce qu'en fait, euh, c'est excessivement spécifique parce que c'est une œuvre de littérature jeunesse qui s'est donné l'ambition d'évoluer. Et c'est hyper important en fait dans la manière d'en parler parce que il y a beaucoup d'œuvres jeunesse qui restent des œuvres jeunesse et tout bêtement, il y a aussi énormément d'œuvres qui n'évoluent pas parce elles n'ont pas le besoin d'évoluer. Et Artemis Fowl est une œuvre qui a évolué. Mais justement, plutôt que de vous parler du coup de tout ça, plutôt que vous parler de tout ça dans l'intro, je vais vous en parler dès maintenant. Alors, déjà, faut commencer par un truc. En effet, je vais pas vous le cacher. Moi, Ewan Colfer, je savais qu'il avait beaucoup d'œuvres. Je savais pas qu'il en avait autant avant de bosser un peu sur lui. Voilà, je suis transparent. Et moi, j'ai quand même surtout lu Artemis Fowl. Alors, j'en ai lu d'autres, notamment une dont je vais vous parler après, qui est un roman. En fait, j'ai lu ce roman pour une raison toute con. C'est que, en fait, j'ai reconnu le nom de l'auteur et j'ai fait, mais putain, mais c'est bizarre, je savais pas qu'il avait fait des trucs après. Donc voilà. Mais on en reparlera après. Mais justement, c'est le moment où jamais d'y aller. Donc, sa vie.
On va faire comme d'habitude. Alors, vous pouvez voir. Alors, je suis désolé d'avance. Je sais que l'image est un petit peu, que la photo est un peu pixelisée. J'ai fait avec ce que j'ai fait avec ce que j'ai trouvé. Je vais pas vous mentir. J'ai fait avec ce que j'ai trouvé parce qu'il n'y a pas beaucoup de photos entre guillemets libres de droit déjà dans un premier temps, ce qui est assez important quand on fait un stream parce qu'à la fin cette vidéo ira sur YouTube d'ailleurs. Je précise pour comme l'autre, comme précédente. On est quand même déjà, avant toute chose, sur un mec plutôt BG. On est vraiment, parce qu'il est né en Irlande, et pour être allé pas mal, être allé pas mal de fois en Irlande, que je conseille, que vraiment que je conseille à tout le monde, c'est un pays qui est vachement proche de la France, qui a une taxation, dans les côtés négatifs, qui a une taxation, une manière de voir la politique assez particulière, mais nonobstant, ça reste un très beau pays. Ça reste un très beau pays. C'est un pays où, si vous écoutez ma grand-mère, faut pas y aller parce qu'elle y est allée une fois dans sa vie. Et il a fait beau juste le premier jour où elle est arrivée, parce que voilà. Et il n'y a plus jamais fait beau ensuite du séjour. Donc, pour vous donner quelque chose de très concret. Euh, mais non, voilà. Sinon, il est né en Irlande. Il est professeur en Irlande et d'ailleurs, il est toujours c'est un beau pays. Mais surtout, il est toujours professeur dans sa ville natale. C'est un mec qui est vachement axé terroir, axé sur, ben voilà, moi c'est ma ville, c'est mon endroit. Ça n'empêche pas d'avoir beaucoup voyagé, ça se sent dans ses inspirations littéraires. Mais aussi, ce qui se sent le plus dans ses inspirations littéraires, c'est que c'est vraiment quelqu'un ben, qui a l'amour de là où il est né. Et je pense que c'est un truc qui est vraiment très pratique avec les auteurs anglo-saxons qui sont pas américains et qui sont pas anglais, c'est qu'ils ont énormément l'amour de leur terre. Et ça se voit, ça se sent. Je fais une petite aparté, mais ça sent beaucoup chez les auteurs de science-fiction, de médiéval fantasy. Pourquoi? Parce qu'ils ont ce côté-là. Vous lisez un Gallois, vous lisez un Écossais, vous lisez un Irlandais. Il y a vraiment le rapport du personnage à la terre, le rapport du personnage où il est né. Ben, c'est hyper important. C'est hyper important. Et ce mec-là, on parle d'un mec qui vit dans la ville où il est né, il vit dans la ville où je crois, j'ai bien lu toute sa famille et tout. Enfin, il y a un article d'ailleurs de Paris Match que je pourrais peut-être vous envoyer, qui est un vieil article qui date de 6-7 ans maintenant. Euh, Ouais, je suis assez d'accord, Panzerkampf. On le sent dans Artemis quand il parle, quand il parle des questions, lorsqu'il parle des questions d'îles, d'endroits, de villes, et je suis assez d'accord que dans certains passages d'Artemis Fowl, ça se sent vraiment, mais même moi, là où je trouve que ça sent et qu'il y a le côté irlandais qui ressort, c'est dans le monde souterrain que représente le monde de la magie. Moi, je trouve que cette espèce de petit paradis où il y a énormément de gens, mais de personnages agréables, je pense notamment aux scientifiques, donc là j'ai perdu le nom, le rival d'Opal Cowboy. Je vais dire Opal Cowboy et pas Opal Cowboy, je précise d'avance. Euh, J'alternerai entre les deux pour que ce soit plus simple, pour que tout le monde comprenne de qui je parle, mais de base je dirais Opal Cowboy. Euh, dans cette espèce de paradis d'univers, il y a des personnages qui sont excessivement attachants, qui sont même des personnages plutôt gentils, mais qui sont hyper conservateurs sur l'aspect de l'attachement de la Terre, alors qu'ils sont progressistes sur tous les autres sujets. Mais sur cet aspect, l'attachement à la Terre, vraiment le côté enracinement, bah, ils sont là. C'est un écrivain aussi également qui écrit depuis 1998. On en parlera plus tard lorsqu'on parlera de son œuvre, mais ça veut dire qu'il a écrit beaucoup de choses, des bonnes choses et des choses plutôt moyennes. Il me semble que c'est un des rares auteurs de medieval fantasy qui a enseigné, qui du coup a un petit public et tout, qui a pas de scandale au cul. Il est un peu type un Martin, vous voyez, il a un peu une gueule. Alors déjà il est beaucoup plus BG que Martin, donc on aurait pu penser que ça aurait aussi également amené plus d'affaires au cul, mais non, a priori c'est plutôt un mec type prof dans son coin peinard, quoi. On est sur un mec avec pas trop de scandales, ou alors justement, j'ai pas trouvé de position politique, à part des positions politiques écolo. On revient à ce que tu disais, Panzerkampf, plutôt des positions écolo, mais écolo gentil, quoi. C'est pas de l'écologie radicale, hein. C'est pas de l'écologie radicale, c'est un peu du Yannick Jadot, c'est-à-dire c'est pas bien d'être polluant, quoi. Mais à part ça, bon, on n'est pas sur de l'écologie radicale. À mon avis, c'est pas un mec qui a appelé à voter pour Jean-Luc Mélenchon. Bon, blague à part. C'est du coup, il a explosé dans les années 2000. Alors quand est-ce qu'il a explosé dans les années 2000? Bah, c'est très précis. Il a explosé en fin 2001 avec l'écriture d'Artemis Fowl. Parce que il a deux séries avant. Je crois que j'ai oublié les noms. C'est Benny, je sais pas quoi. C'est Benny and Bass, je crois, et un autre truc qui n'a même pas été traduit en France. Et Artemis Fowl, ben, pour une raison assez incompréhensible, alors pas forcément compréhensible parce qu'on va y aborder quand on va aborder l'œuvre, mais sur Artemis Fowl va résonner en fait à mon sens pour deux raisons. Artemis Fowl, on va y arriver, on va justement passer Artemis Fowl.
Artemis Fowl, en fait, il faut bien comprendre un truc, moi je pense, avec cette œuvre-là, et c'est assez fondamental, c'est que dans le tournant des années 2000, je sais pas si vous étiez né ou si vous avez une petite mémoire de petite connaissance historique de cette période, mais dans le tournant des années 2000, il y a eu le tournant en gros altermondialiste. Et le tournant altermondialiste, ça a été quelque chose de très important. Ça a été quelque chose de très important, et notamment ça a énormément influencé les écrivains de medieval fantasy et de science-fiction, surtout de science-fiction, mais aussi également de medieval fantasy, on y reviendra plus tard. De science-fiction, ça les a énormément touchés parce qu'en fait, le tournant altermondialiste va se coupler avec l'urgence écologique. Il y a le sommet de la Terre de Rio en 96, je crois. Il y a les COP, les différentes COP qui vont les unes après les autres, toutes s'organiser dans ces années-là. Ça va avoir une répercussion planétaire, et en même temps que dans les mouvements citoyens en Occident, mais même dans certains pays, notamment comme l'Inde et tout, qui commencent à comprendre que l'écologie, bah, ça les concerne, parce que c'est eux qui vont se manger en premier les dégâts climatiques, bah, il va y avoir ce truc-là chez les auteurs qui va vraiment les influencer, et du coup, Artemis Fowl va résonner en 2001. Pourquoi? Parce que Artemis Fowl parle dès le premier tome, explique pourquoi le monde de la magie est séparé du monde des humains. Parce qu'en fait, je vais aborder Artemis Fowl, donc je vais vous expliquer l'œuvre, mais en fait, Artemis Fowl, ça se passe dans un cadre, ça se passe dans notre cadre à nous, c'est-à-dire donc sur Terre, sur notre Terre, sauf que, mais on le savait pas, mais a priori, il y a une race de fées qui existe depuis des centaines, voire même des milliers d'années. Tous les contes et légendes avec des ogres, des trolls, des lutins et tout, donc quelque chose également de très vivace en Irlande, soit dit au passage. Je vous invite à aller faire une Saint-Patrick une fois en Irlande, entre deux pintes de bière, vous pourrez noter à quel point le folklore est vivace. Mais tous ces monstres du folklore européen, occidental et même un petit peu finalement asiatique, euh, mais en fait, Artemis Fowl va s'inscrire là-dedans, en fait. Ça va s'inscrire finalement, dans cet univers-là. Et du coup, pour finir, donc son œuvre, il n'y a pas que des séries de livres, il y a des romans one-shot. Le Dernier Dragon sur Terre, moi je l'ai lu, et c'est un excellent livre que je vous conseille. C'est objectivement un excellent bouquin. C'est objectivement un excellent bouquin. À mon sens, plus facilement trouvable parce que c'est du 2020. Donc, à part si vous avez des énormes librairies type Mola à Bordeaux ou la grande librairie de Lille, la plus grosse librairie d'Europe, je pense que vous le trouverez. En dehors, je pense qu'il va falloir le commander. C'est un auteur assez peu adapté au final, mais ça, c'est l'objet d'une diap parenthèse. Donc, Artemis Fowl, donc je vais vous continuer son histoire. Artemis Fowl, c'est une série en 10 œuvres, avec une suite, Les Jumeaux Folles, qui a été sortie à partir de 2020, qui raconte en fait l'histoire d'autres membres de la famille Foll, que je vais pas vous dire parce que sinon je vais vous spoiler. Sinon je vais vous spoiler, et je pense que vous ne voulez pas ça. Vous ne voulez pas ça. C'est une série en 10 œuvres, donc de 2001, qui a été écrite de 2001 à 2012. Il y a eu un hors-série publié en 2004, alors en 2004 dans les pays anglo-saxons, et en 2006 en France. Pareil, pour toutes les publications d'œuvres, il faut savoir qu'à l'époque, l'œuvre n'avait pas de publication simultanée. On est au balbutiement d'Internet, donc il n'y a pas forcément cette contrainte-là pour les maisons d'édition et pour les auteurs. Donc à l'époque, en général, un bouquin sortait, et s'il n'était pas vraiment, vraiment attendu, type les Harry Potter, et quoique même les Harry Potter, il y a eu ce décalage pendant longtemps, je crois jusqu'au tome 6 ou 7, il y avait un décalage de quelques mois entre les pays anglo-saxons et les autres pays, notamment la France, qui pourtant, la France est un énorme consommateur de bouquins, mais pour autant, il y avait quand même ce décalage. Un truc que les Japonais ont compris très récemment et qui font vachement bien, c'est la publication, j'ai un petit aparté pareil, c'est la publication simultanée. Maintenant, pour les amateurs de manga, vous avez un site développé par la Shueisha, c'est-à-dire la plus grosse entreprise de manga japonaise, donc a priori de manga dans le monde, je dirais. Si c'est la plus grosse entreprise japonaise, c'est à mon avis la plus grosse entreprise mondiale, à voir, à tester, qui a sorti un site en France qui s'appelle Manga Plus. Et qui du coup vous publie les chapitres en quelque chose à 48 heures après leur sortie au Japon. Et de manière complètement gratuite. Vous avez les 3 derniers chapitres publiés de manière complètement gratuite. Et le truc s'auto-actualise. Et si vous avez un VPN ou si vous maîtrisez vachement bien l'anglais, il y a carrément même des séries en fonction de votre position qui vont être disponibles dans toutes les langues. Qui vont être disponibles, alors pas dans toutes les qui vont être disponibles en anglais, mais en entier.
Typiquement, ils font une réédition en ce moment de One Piece avec adaptation des traductions, parce que les traductions à l'époque, au début de One Piece, c'était pas incroyable, et vous pouvez toutes les retrouver assez facilement. Voilà, petit aparté terminé. Donc voilà, donc Artemis Fowl, c'est quoi? C'est un jeune prodige, Artemis, c'est un jeune prodige de la criminalité qui recherche son père, criminel lui aussi également, et qui, lors de ses recherches, découvre en fait un univers magique. Et en fait, un univers magique caché, un univers magique caché du style, en fait, souterrain, Artemis Fowl comprend que les fées, que le monde magique existe. Et que le monde magique, bah, sa mère, il est excessivement riche, de 1, et excessivement diversifié. Et Artemis Fowl, il a des problèmes, c'est qu'il est en train d'engloutir la fortune familiale dans la recherche de son père, parce qu'en fait son père a disparu en Russie, a disparu dans les glaciers en Russie suite à une affaire. Et Artemis est persuadé que son père est encore vivant. Tout le monde autour de lui dit que bah non, c'est mort, s'il avait été encore vivant, bah on l'aurait retrouvé avec tout l'argent dépensé. Mais Artemis, il est persuadé. Le problème, c'est qu'Artemis, il manque de fonds pour pouvoir financer tout ça. Donc Artemis se dit, je vais mettre, il faut que je rentre en fait, il faut que je rentre en contact avec des sources de financement que je n'ai pas. Sources de financement que je n'ai pas, je ne peux pas les trouver sur Terre, parce que sur Terre, a priori, il n'y aura aucun cambriolage, rien qui fonctionnera. Donc, ce que je vais faire, c'est maintenant que j'ai découvert qu'il y a un monde magique, et qu'a priori ce monde magique est riche, parce qu'il a accès à tout un tas de bouquins, il a accès à tout un tas de choses qui le mettent sur la piste qu'en fait le monde magique est démentiellement riche, euh, et Artemis se dit, bah écoute, je vais kidnapper l'un d'entre eux, et je vais le rançonner. Parce qu'il se rend compte de deux trucs, parce que c'est là où du coup on a abordé l'univers humain, parce que je vous disais tout à l'heure que l'univers humain ça se déroulait dans notre univers, donc avec les logiques capitalistes, les logiques, plutôt des logiques, on va dire, qu'on connaît bien. En plus, Ewan Colfer est assez critique du système libéral tel qu'il est, donc il y a vraiment toutes les vicissitudes du système libéral, et toutes ses qualités aussi, parce que ça reste un anglo-saxon, donc il aime bien les systèmes libéraux, mais ça reste l'univers qu'on connaît. L'univers du monde des fées, pour bien vous le décrire, déjà le système économique c'est un capitalisme d'État, ce qui aura son importance plus tard dans la série, mais il faut bien que vous le compreniez que c'est un capitalisme d'État excessivement soucieux du bien-être de ses citoyens, théoriquement. C'est-à-dire qu'en fait, il faut bien comprendre que le monde magique dans Artemis Fowl est plus vertueux que le monde humain, néanmoins, il a ses vices également. Il a ses vices également parce que l'un des principaux méchants qui s'appelle Opal Koboi, ça reste une chef d'entreprise. Ça reste une chef d'entreprise maquée avec des anciens dirigeants militaires de l'État magique. Pareil, le système politique du monde de la magie, certes c'est un capitalisme d'État, certes il est soucieux de ses citoyens, la démocratie et le pouvoir par exemple d'institutions comme la police ou l'armée semblent complètement disproportionnés. Pareil, on est sur une sorte de techno-paradis, c'est-à-dire où la technologie permet de ralentir tout, Ouais, Moji Gums, ouais, je suis complètement d'accord, un des meilleurs personnages, Moji Gums, d'ailleurs. Et voilà. Donc Artemis Fowl se déroule là-dedans. Le monde de la magie est un monde en fait excessivement complexe. Le monde de la magie est un monde excessivement complexe qu'on apprend à découvrir au fur et à mesure. Et en fait, c'est un monde qui est sympa à découvrir, mais plus on découvre, plus on se rend compte de petites choses. Par exemple, il y a donc c'est un système, donc je disais, c'est plutôt un système de capitalisme d'État, mais à l'intérieur de ce capitalisme d'État, par exemple, il y a des voleurs. Donc par exemple, voleur Gums. Et comment Gums justifie profondément son vol, ses vols, la manière dont économiquement il gagne sa vie, il le justifie d'une manière assez simple, il dit: «Mais en fait, moi, personne n'a jamais fait attention à moi». C'est-à-dire que le capitalisme d'État, il est bien pour certains citoyens, c'est-à-dire les fées, les centaures, les animaux, en fait, entre guillemets, un peu jolis. Les monstres magiques, en fait, un peu jolis, quoi, entre guillemets. Mais dès qu'on arrive très profondément dans les autres races, les gobelins, les lutins, tout ça, là, bizarrement, l'État, il est moins prévenant. Par contre, c'est un État très sécuritaire, très vénère. Et en fait, il y a toute cette critique-là, un peu en fond, qui passe, quand t'es jeune, tu fais oui, bon, c'est normal, t'inquiète. Et moi, je l'avais relu récemment. Ah putain, ça coupe pour tout le monde ou ça coupe que pour Silzo?
Ouais, ben voilà, par exemple, Panzerkampf réagit très bien, c'est que c'est un monde complexe dû à l'obligation de se cacher des humains tout en dealant avec ses problèmes internes. Gobelins et trolls notamment. Ben oui, parce que justement, les gobelins qui sont décrits en plus comme une race idiote, mais idiote et en plus vénale, méchante. Vous savez, la race que avec laquelle t'aimerais vraiment pas traiter, mais que t'es obligé de traiter, parce qu'ils font partie de ton monde. Et bah écoutez, là, c'est toutes ces races-là, en fait, sont un peu exclues. Et c'est justifié hein, par l'œuvre, c'est justifié par l'auteur. Mais tu peux pas t'empêcher de te dire, ah, quand même, c'est bizarre, ça exclut certaines créatures, quoi. Ça exclut certaines créatures, pareil. Il y a des créatures, bah on oublie, il y a des créatures, typiquement, à un moment, on va les aborder, c'est les démons. Euh, les démons, parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec, oui, non, mais ça, ils sont biologiquement bêtes. Genre, ils peuvent rien faire d'autre. Mais ça, je suis très d'accord que euh, le traitement des gobelins par les auteurs anglo-saxons, parce qu'on pourrait parler également du traitement des gobelins par J.K. Rowling, qui sont des êtres très intelligents, mais vicieux et sans morale. Et quand tu sais à quoi fait référence l'image des gobelins dans la culture populaire, ils ont quand même un énorme problème avec ça, les anglo-saxons, hein. Ils ont quand même un énorme problème anglo-saxon, parce que le gobelin, il est bête, il est biologiquement bête, c'est-à-dire en fait c'est son cerveau qui ne peut pas se développer. Il est cupide, il est violent et il est pyromane. Et c'est pas rien d'associer l'image du feu à l'image d'une race parce que le feu c'est quelque chose de destructeur. Le feu ça peut être la connaissance, mais le feu des gobelins vu qu'ils sont biologiquement bêtes, ils sont voilà. Non, ils sont tous, effectivement, ils sont quasiment tous criminels, hein. Il y en a très peu il y a très peu de bons gobelins, entre guillemets, quoi. Il y a très peu de bons gobelins. C'est vraiment quelque chose de très spécifique. C'est pareil. Les trolls, par exemple, les trolls, il y a une certaine utilité militaire aux trolls, parce que l'un des principaux obstacles du monde des fées, parce qu'en fait, je vous ai raconté au début qu'il y avait une guerre entre le monde des fées et le monde des humains, mais pour savoir qui aurait le contrôle sur Terre. Et ben en fait, le monde des fées a perdu cette guerre. Et l'une des raisons pour lesquelles le monde des fées a perdu cette guerre, c'est pas l'avancement technologique des humains, parce que dans cet univers, les fées sont plus avancées technologiquement que les humains. Déjà, elles doivent se couper, elles doivent se cacher de donc il y a une forme d'avancement technologique. Euh, mais déjà, ils sont moins nombreux. Ils se reproduisent moins vite que les humains, ça c'est quelque chose de dit. C'est très compliqué d'avoir des bébés fées, c'est très compliqué d'avoir des, tout simplement parce qu'aussi il y a différentes races et qu'elles ont du mal à se reproduire ensemble, enfin il y a des logiques biologiques quoi. Et il y a également aussi une forme de supériorité physique, c'est-à-dire que la diversification de tout ce folklore de petites bêtes magiques, ça emmène un énorme problème. Mais alors, tout con, c'est qu'en fait cet énorme problème c'est quoi? C'est que, ben oui d'accord, il y a tout un tas de petites bêtes mythologiques, tout un tas de petites bêtes hyper intéressantes et tout, mais il y en a surtout énormément qui sont moins fortes que les humains. Et celles qui sont plus fortes physiquement que les humains, les trolls ou autres, ben, c'est compensé par le fait qu'elles sont enfin encore une fois, on y revient, ce sont des bêtes idiotes. Donc il faut diriger. Mais tu trouves l'utilisation de trolls, par exemple dans le tome 1, un moment, l'armée slash police de l'État féerique ben, va tenter de faire un coup de force avec va tenter un moment de faire un coup de force avec un troll. Mais la quantité est une qualité, et c'est exactement ça, tu dis ça en rigolant, Kaiser, mais c'est exactement ça, c'est que dans ce monde-là, les humains ont été submergés, les humains ont submergé le monde magique par la quantité, et absolument pas par la qualité. Et même la grosse peur des fées, de tous ces êtres magiques, c'est qu'à un moment ou un autre, eh ben, les humains reviennent, encore plus nombreux qu'avant, pour les tuer. Et donc en fait, ça induit aussi également des euh, en fait, ça induit aussi des logiques excessivement réactionnaires. C'est-à-dire qu'on est sur un État qui est hyper développé sur tout un tas de sujets, mais sur ce sujet excessivement précis de cet État militariste hyper strict, ben on est sur un fantasme de dictateur d'extrême droite. Tellement le contrôle est total. Et les félutines comme Opal sont des cerveaux au corps frêle, alors qu'à l'autre bout du spectre, les trolls sont animés d'animal. Exactement. C'est que la diversité dans le monde magique est beaucoup plus présente que de la diversité dans le monde humain, en tout cas tel qu'il est décrit, et que, au contraire d'en avoir fait une force, le monde magique, c'est sa principale faiblesse. Sa principale faiblesse. Parce qu'en fait, Artemis Fowl, c'est un. Quand je disais au début du stream qu'Artemis Fowl, c'est une œuvre qui évolue. Et en fait, elle évolue pour une raison assez simple, c'est qu'elle évolue parce qu'on part au début de Artemis Fowl, donc je vous raconte le moment où il va kidnapper une fée,
qui va ensuite, plus tard deviendra son ami et tout, mais c'est autre chose, ça met longtemps. Objectivement, ça met longtemps. Je crois que c'est le tome 3 ou le tome 4, si je dis pas de conneries. Euh, C'est le tome 4. En gros, alors en fait, donc il y a en tout, si je vous dis pas de conneries, il y a 10 tomes. Dans les 10 tomes, il y a le tome 1 et 2. Artemis est un salaud cynique qui au fond a un bon but, mais c'est un salaud cynique. Voilà, point 1. Artemis Fowl est un salaud cynique. Tome 3, là, on commence à se rendre compte que quand même, Artemis, finalement, il a un petit cœur, il est sympa. Au final, c'est quelqu'un d'excessivement solitaire, qui n'a pas, qui ne peut pas, qui est bloqué en fait, qui est vraiment, mais à la limite, qui en fait est en fait un peu à la limite, vous savez, de cette solitude un peu toxique qui peut vous faire dériver de temps en temps, qui peut vous faire dériver de temps en temps mais, vers des comportements plutôt criminels, ce qui en l'occurrence est le cas de Artemis Fowl, mais on a toujours ce petit côté, on a toujours quand même ce petit côté, ce petit côté où tu dis bon bah en fait finalement ce mec il reste de l'espoir. Et en fait justement le tournant de l'œuvre à mon sens va se dérouler dans le tome 3 et 4. En fait dans le tome 3 et 4 si vous voulez, en gros Artemis Fowl, en fait dans le tome 2 déjà à la fin du tome 2, Artemis Fowl va récupérer son père parce que évidemment il récupère son père, hein, je vais pas vous mentir que quand vous avez l'aide des filles et tout, c'est quand même vachement plus pratique. Et à la fin du tome 3, il arrive un truc à Artemis Fowl qui fait qu'il ne se souvient plus du monde des fées. Il se souvient plus du monde des fées. Donc il va se passer quelque chose avec Opal Koboi. Opal Koboi, donc qui en fait est vraiment l'une des principales méchantes de l'œuvre. À mon sens même la principale et en tout cas la mieux construite, la mieux construite, qui en fait, si vous voulez, Opal va retenter une forme de coup d'État sur la société des faits. Va tenter de nouveau un coup d'État dans la société des faits. Et en plus de ce coup d'État-là, contrairement à la première fois où ça a été la méchante, parce que ça c'est un retour de cette méchante-là, elle est un petit peu amenée avec une volonté un peu génocidaire envers son propre peuple. En fait, elle met en place tout un complot pour mettre en contact le monde des fées et le monde des humains. C'est ça son truc. C'est ça son truc. Oui, c'est ça. C'est Opal, en fait, comme c'est la meilleure méchante et la mieux construite, l'auteur est obligé de la faire revenir un tome sur deux, tellement c'est compliqué. Tellement c'est compliqué, on est d'accord. Et dans ce tome 4 là, en fait, on a un Artemis Fowl qui déjà, t'étais un peu sympathique dans le tome 3, mais du fait du reboot de sa mémoire, bah tu te disais, ah oui, mais bon, peut-être. Et puis le début du tome 4, il est vraiment con, quoi. Et là, il est plus juste cynique, violent, c'est un ado en pleine puberté con. Mais vraiment con. Euh, mais vraiment con. Et ce qui est un peu exaspérant au début d'ailleurs, mais c'est bien amené parce que justement, au fur et à mesure de comment il retrouve sa mémoire, par Artemis Fowl, bah, il est fort quoi. Il est intelligent, il est sympa. Et tu vois, il a de bonnes relations avec le monde des fées. Il a des regrets par rapport à ce qu'il a pu faire. Il a des regrets par rapport à ce qu'il a pu faire. Et donc ça redevient un personnage un peu sympathique. Je vous raconte pas tout le tome 4 parce que bon, ben, comme vous le savez, s'il y a eu 10 tomes, c'est que il n'y a pas eu de génocide par définition. Il y a le tome 5. Le tome 5 est un tome un peu à part. D'ailleurs, le tome 5 est un tome un peu à part, et surtout je vais me permettre de conclure parce que je veux pas vous spoiler, mais en gros dans le tome 5, je vous avais parlé des démons, vous savez, il y a quelque chose comme 10-15 minutes. Mais en fait, les démons étaient une race à part dans le monde des fées. En fait, les démons, lors de la grande bataille qui, du coup, a enclenché la guerre entre les fées et les hommes, et qui est surtout en fait la conclue, quoi, c'était la conclusion de la guerre, les démons ont refusé la défaite, et les mages des démons, qui étaient de très très puissants mages, ont décidé de s'exiler, d'exiler et de renvoyer leur planète de renvoyer leur monde, leur île sur une planète à part. Sur une planète à part. Et dans le tome 5, en fait, l'île, elle est en train enfin, l'endroit où ils se sont isolés, il est en train de revenir. Et du coup, on va suivre deux personnages assez importants à ce moment-là. On va suivre le personnage d'un démon, dans un premier temps.
donc d'un petit démon, d'un démon en fait qui s'avère avoir des pouvoirs magiques. Et bah, ces pouvoirs magiques, c'est quelque chose parce que dans la société démon, entre-temps, les pouvoirs magiques n'existent plus. Ils sont détenus que par une personne, le leader. Il y a ça. Et le deuxième personnage, en fait, c'est entre guillemets un nouvel Artemis Fowl. C'est-à-dire que Artemis Fowl, jusqu'à présent, par rapport au monde des démons et compagnie, par rapport au monde de la magie et tout, c'était un méchant. En même temps, c'était un méchant un peu héroïque. C'est-à-dire que il est rentré en contact avec le monde de la magie. Contrairement à tous ceux qui rentrent en contact du monde avec la magie, il s'en souvient encore. Il s'en souvient encore. Donc il y a ce côté-là où il se dit, ouais, quand même, c'est voilà. Mais c'est pas vraiment un vrai gentil parce que ce qui a fait connaître Artemis Fowl au prix du monde de la magie, c'est un kidnapping. Un kidnapping, c'est rarement positif. En fait, en général, les gens prennent assez mal de se faire kidnapper. Ça paraît con comme ça et tout, ça paraît un peu fermé d'esprit, mais bon, c'est le cas quoi. C'est le cas. Il se passe ce qui doit se passer, c'est-à-dire qu'en fait Artemis Fowl est mêlé à cette affaire. Je vais pas rentrer dans les détails parce qu'encore une fois, je ne veux pas vous spoiler. Je veux quand même que, à la base, vous lisiez les œuvres, hein, si vous les avez pas lues. Si vous les avez pas lues, ouais, étrange vraiment, t'as vu qu'à dire. Si vous les avez pas lues, je veux vraiment que le stream vous intéresse, un peu comme pour l'œuvre de Robin Hood. Et puis après, on peut en discuter. Ailleurs. Euh, donc pour Artemis Fowl, l'enjeu de ce truc-là, ça va être de sauver le peuple des démons. Parce qu'en fait, le peuple des démons a également créé sa propre société et qui, pour le coup, est une société qui est assez similaire à celle de la magie, c'est-à-dire une société assez réactionnaire, assez préservée sur elle-même, sauf que contrairement à la magie, au reste du monde de la magie, qui lui en fait a un peu fait le deuil de vaincre les humains, les démons ne s'entraînent que dans un but, vaincre les humains. Ils s'entraînent que dans un but, c'est ça, c'est vaincre les humains. Parce que, étant coupés du reste du monde, étant coupés dans une sorte de sphère temporelle, ils n'ont pas progressé technologiquement alors que les humains ont fait un bond technologique. Donc eux sont restés bloqués au moment où ils avaient perdu la bataille à cause de sous-effectifs d'un point de vue numérique, mais aussi également ils avaient perdu la bataille en sous-effectifs numériques, mais avec une petite avance technologique et avec l'avantage de la magie. Là, ils ont même plus l'avantage de la magie. Ils ont même plus l'avantage de la magie. Donc voilà, vous avez donc toute cette scène, tout ce problème, tous ces problèmes tous ces problèmes en fait qui sont un peu liés les uns aux autres. Et Artemis Fowl va du coup devoir sauver la société des démons. Et même peut-être, et c'est là aussi tout l'avantage de l'œuvre à ce moment-là, même peut-être la sauver contre elle. Même peut-être la sauver contre elle. Et ça, c'est le point le plus important. Parce qu'en fait, on arrive à quelque chose dont je voulais vous parler avec Artemis Fowl, c'est que Artemis Fowl a vraiment le syndrome du sauveur. Est-ce que je pense que vous savez ce qu'est le syndrome du sauveur, mais je vais expliquer. Le syndrome du sauveur, c'est un syndrome qui arrive souvent au... Oui, non, mais c'est ça, c'est littéralement bloqué dans le passé, quoi. On est bien d'accord, c'est qu'ils sont vraiment, voilà, ils sont bloqués, ils n'arrivent plus à rien. Et le syndrome du sauveur, en fait, c'est vous voulez faire tout le temps les meilleures choses. Vous êtes vraiment le mec, vraiment le good guy, c'est-à-dire vous voulez tout le temps, vous voulez vraiment faire les meilleures choses. Vous êtes dans la position du good guy et vous voulez tout sauver. C'est-à-dire que vous voulez tout sauver au dépit de vos propres capacités et surtout sauver les gens peut-être parfois malgré eux. Sauver les gens parfois malgré eux. Et en fait, vous avez le côté positif où du coup vous voulez sauver les gens, ça se pose, vous êtes une sorte de super-héros, vous êtes un peu le Batman en fait. Batman, c'est littéralement le mec avec le syndrome du sauveur. C'est littéralement I can fix it. Exactement, c'est littéralement ça. Batman, en fait, c'est littéralement quelqu'un qui a le syndrome du sauveur. C'est-à-dire, il y a Gotham City, c'est une ville de merde, avec une criminalité improbable, des gens, des super vilains, mais des super vilains. Bon, je veux dire, il y a le Joker, il y a l'épouvantail, on parle de super vilains quand même, assez costaud, assez dérangé mentalement. Vous avez une police incompétente et corrompue. Vous avez des politiciens, pareil, incompétents ou corrompus. Vous avez l'asile d'Arkham qui est un hôpital psychiatrique qui ne fonctionne pas, qui est juste un prétexte pour faire d'excellents jeux sur PS3, PS4. Vous avez ce contexte-là et vous avez Batman qui dit je suis un milliardaire, je suis privilégié, j'ai grandi à l'écart de ça. J'ai un petit trauma personnel parce que mes parents sont morts, mais du coup, j'ai vu des chauves-souris. Je vais enfiler un costume, je vais utiliser mes super pouvoirs de milliardaire et je vais régler tout le problème de la criminalité.
Et en fait, c'est un truc qui, à mon sens, est très anglo-saxon, et Artemis Fowl, justement, il est un peu dans ce truc-là aussi. C'est-à-dire que il y a des réponses systémiques à tous les problèmes que rencontre Artemis Fowl au fur et à mesure de ses aventures. Et là où l'œuvre vous emmène, l'œuvre, en fait, elle vous emmène sur des réponses qui sont non systémiques, mais qui sont des réponses personnelles. Et c'est quoi le problème de ça? Parce que vous pouvez me dire, à la fin, si le problème est réglé, bah c'est très bien, c'est nickel. Euh, Non, Macron et sa clique, à côté, c'est des politiciens vertueux. Gotham, c'est quelque chose, hein, Kaiser. Gotham, c'est quelque chose, hein. Gotham, c'est, pour te donner un exemple, puis après on clôturera l'exemple. Gotham, c'est Sarkozy qui envahit la Libye, mais au lieu de dire c'est pour sauver la démocratie, il dit littéralement ouais, en fait, j'ai enfumé Kadhafi parce qu'il m'a payé ma campagne, en fait. C'est-à-dire, il y a même plus ce faux semblant d'agir pour le bien de la population. Gotham, c'est vraiment. D'ailleurs, il y a la série Gotham, qui, à mon sens, était une excellente idée, qui se passe à l'époque. Qui se passe justement avant que Batman émerge, donc au moment du meurtre, qui démarre avec le meurtre des parents de... Oui, c'est ça, Gotham, c'est un cyberpunk moderne, mais c'est pas limite, hein, c'est un cyberpunk moderne, pour comme je pense. Il y a la série Gotham qui était disponible autrefois sur Netflix, qui était autrefois sur Netflix, je sais pas si elle est encore, mais qui voit l'émergence en fait de tout, en fait, l'avantage de la série Gotham, notamment des deux, trois premières saisons, et c'est là où moi je conseille parce que moi je me suis arrêté, j'ai vu, je crois jusqu'à la quatrième ou la cinquième saison, je sais plus, j'ai vu quasiment toutes les saisons sauf la dernière, je crois. Ça vous met vachement bien en place l'univers corrompu de Gotham, et ça vous fait vachement apprécier ensuite toutes les œuvres qui tournent autour de Batman parce que c'est rarement mis en scène. C'est rarement mis en scène dans Batman. Pourquoi Batman est arrivé à cette extrémité-là? Pourquoi il est arrivé à cette extrémité-là, justement? Donc voilà, on est là-dessus. Et Artemis Fowl, en fait, bah, si vous voulez, c'est pareil. Il y a des réponses systémiques à ce qu'il apporte. Par exemple, Opal Cowboy. Opal Cowboy, à la base, c'est une génie, véritablement une génie, une industrielle géniale, qui a la main sur l'entièreté du marché de la sécurité, de l'État féerique, et par définition, ben, l'entièreté du contrôle sur l'État. Pourquoi? Elle en est au stade où elle peut, par exemple, désactiver les armes de l'armée et de la police. Elle en est à ce stade-là de contrôle. Elle peut littéralement désarmer des gens. Elle peut littéralement désarmer des gens. Vous vous rendez compte du pouvoir que c'est dans une société excessivement technologique avec excessivement d'armes? Ben, la réponse systémique a apporté à ça. La réponse qu'apporte Artemis Fowl, parce qu'il arrive à un degré, on arrive à un degré de contrôle de la part d'Opal Cowboy et un état de contrôle de la société de l'armée par cette dernière et par ses alliés, qui est incroyable. Tu avais une réponse systémique à apporter. C'est par exemple une réforme de l'armée, faire plus confiance aux scientifiques, aux autres scientifiques, aux scientifiques internes de la police, leur donner plus de crédit, plus de budget pour développer des armes. Ça te permet de neutraliser Opal Cowboy sans provoquer des dizaines, des centaines ou des milliers de morts. La solution qui est choisie dans les bouquins, c'est que Artemis Fowl sauve la société des faits. Avec une volonté un peu derrière, hein. T'en fais pas qu'il sauve pas la société des faits de manière gratuite, hein, ça t'en fait pas. Mais il a cette volonté encore un peu pécuniaire, mais voilà, il y a quand même ce côté où tu peux te dire, la nana, elle est... la nana, elle est quand même... voilà, elle est, elle est quand même un peu toquée. Pareil, un autre des éléments, donc ça je parle par exemple pour un contrôle économique, mais par exemple un des éléments sociétaux. Par exemple, on a beaucoup parlé au début des gobelins. Mais pourquoi les gobelins se révoltent? Ils ont raison de se révolter, les gobelins. Si tu prends ça de leur point de vue. Pourquoi les gobelins se révoltent? Les gobelins se révoltent parce que on les traite comme des citoyens de seconde zone, même pas des citoyens, juste des êtres vivants de seconde ou de troisième zone. On les fout tous en prison dans un état policier qui ne permet absolument pas la réhabilitation, et dans un état où ils peuvent même pas, entre guillemets, immigrer, parce que s'ils immigrent, ils arrivent sur Terre, où ils vont être chassés parce que ce sont des êtres magiques. Donc on les enferme dans un endroit dont ils ne peuvent pas s'échapper, dont ils n'ont pas la possibilité de s'échapper, et plutôt que adapter une partie de la société aux besoins des gobelins, on peut par exemple imaginer que les gobelins, via le feu, puissent faire tourner des centrales énergétiques, par exemple. Un truc tout con. Non, on décide que les gobelins, quand ils se révoltent, on écrase la révolte. On écrase dans le sang la révolte. Parce que c'est aussi le truc avec Artemis Fowl. T'as l'impression qu'il n'y a jamais de mort, mais c'est un peu, encore une fois, c'est encore un peu comme avec Batman. C'est l'impression qu'il n'y a jamais de mort. Ok, mais enfin bon, tu regardes les conséquences de ce qui se passe à côté, il y a des gens par dizaines, par centaines, par milliers qui meurent. Concrètement. Ou il y a des dégâts sur la nature ou sur la terre qui sont irréversibles. Qui pourront pas être soignés de suite. Oui, je suis excessivement d'accord avec toi, Silzo, c'est que la vanité d'Artemis, c'est qu'un artifice de lecture pour permettre au fait d'être vu de manière philanthropique.
Je suis 100% qu'il puisse aider les filles de manière philanthropique. C'est vraiment, en fait, on y revient, c'est vraiment une œuvre écrite par un anglo-saxon, c'est-à-dire que Ewan Colfer, il est ni américain, il est ni anglais, et pourtant, dans la manière de construire ses personnages, il a tout d'un américain ou d'un anglais. C'est-à-dire que, vous savez, Ewan Colfer, c'est un peu... Quand il écrit Artemis Fowl, t'as un peu l'impression d'avoir Bill Gates en face de toi. C'est-à-dire que on est un mec qui est turbo riche, qui s'est enrichi de manière pas ou moins ouf, parce que moi je vous invite à vous renseigner de comment s'est enrichi Bill Gates au fur et à mesure de sa vie. C'est pas très incroyable niveau procédé, hein, on va pas se mentir. On va pas se mentir. Par contre, Bill Gates, on parlait du milliardaire, on disait ce mec-là est normalement l'homme le plus riche du monde, et quand on regardait, ben en fait pas du tout. L'homme le plus riche du monde, c'était son associé, son numéro 2. Lui, en fait, il balançait énormément de moulaga dans des assos. Je vais pas rentrer dans la polémique de ces assos, qu'est-ce qu'elles ont fait, compagnie, parce qu'il y a il y a des vraies questions par rapport à ces assos. Je crois qu'il y a un procès, je sais pas s'il y a un procès en cours ou s'il y a eu un procès par rapport à une histoire de détournement d'enfants. Je suis pas sûr et certain, mais je sais par exemple qu'il y a eu son histoire où il aidait à vacciner énormément en Afrique et qu'on s'est rendu compte, notamment d'un point de vue financier, que c'était pas incroyable parce que ça enrichissait une industrie dans laquelle il avait lui-même des billes ou des gens de sa famille avaient des billes, notamment sa femme Melinda Gates, son ex-femme d'ailleurs maintenant aujourd'hui. Ils avaient tous des billes, donc c'est un peu, et même d'autres milliardaires, d'autres copains avaient des billes et ont vachement enrichi certaines sociétés pharmaceutiques. Mais voilà, donc non, mais ce trope du milliardaire philanthropique, c'est Artemis Fowl. En fait, Artemis Fowl, c'est une caricature de beaucoup de choses, et au final, c'est ça qui en fait un bon personnage. C'est que plutôt que d'être une caricature unique d'un seul trope de personnage, par exemple le milliardaire philanthropique, c'est un mix de caricatures, et là où Ewan Colfer est plutôt bon, c'est que il arrive quand même à te montrer les qualités et les défauts, selon lui, les qualités et les défauts, parce que moi j'aurais rajouté peut-être un peu moins de qualités et peut-être un peu plus de défauts, mais lui il te montre les qualités et les défauts de chacun de ses tropes, et comment il les organise pour construire un personnage cohérent. Et pareil, c'est quelque chose donc quand j'ai noté sur le stream, il y a un gros turnover de personnages. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous avez énormément de personnages qui arrivent. Déjà, vous n'avez pas forcément énormément de méchants, parce que les méchants sont assez récurrents. Ou alors, c'est des one-shots, les méchants. Typiquement, le démon dans les démons, on le voit pas, quoi. On le voit une fois, je crois une deuxième fois, vitouf, et vraiment à l'arrache, et puis c'est tout, quoi. Mais sinon, globalement, les méchants, le méchant à la base, c'est Artemis Fowl. Et Artemis Fowl, il évolue vers le côté gentil. Et on lui crée un deuxième méchant, bien plus méchant que lui d'un point de vue scénaristique, construction de personnage, pour justifier son tournant vers les gentils, en fait. C'est-à-dire que les méchants sont un peu construits pour aider les autres. Pour aider les autres personnages. Et si vous voulez, vous avez ce côté-là, vous avez ce côté avec ce gros turnover de personnages, donc surtout gentil. Alors vous avez le centaure, donc attendez, il faut que je retrouve son nom parce que ça fait 2 fois que je l'appelle le centaure, mais que je ne retrouve pas son nom. Owen. Alors non, pas du tout Owen, c'est comme ça qu'il faut prononcer Owen. C'est Folie. Le centaure, c'est Folie. Donc vous avez Folie le centaure, vous avez Holly Short. Alors Holly Short en plus, merci du coup de l'avoir mis Panzerkamp, vous avez Holly Short. Donc Holly Short, si vous voulez, c'est l'elfe policière capturée par Artemis Fowl au début du tome 1, qui... T'as les livres à côté, moi aussi j'ai les livres à côté, j'ai ma biblio à côté. J'ai ma biblio à côté. Et, et en fait, Holly Short, si vous voulez, c'est une elfe qui est capturée par Artemis Fowl, qui la rançonne auprès du peuple des fées. Ce qui est tout le tome 1 va porter sur la rançon et les moyens que vont mettre en œuvre le monde des fées pour ne pas payer la rançon et pour surtout éliminer Artemis Fowl. Qui a 3 rôles qui évoluent au fur et à mesure pour moi. D'abord, déjà dans un premier temps, Holly, c'est une ennemie. C'est une ennemie. Mais c'est une ennemie, comment dire, un peu, voilà, un peu vénère. C'est une ennemie un peu vénère. C'est une ennemie un peu vénère, mais au final, en fait, au final, après, euh, comment dire? Comment dire? Après, ça évolue vers une sorte d'amie, mais vous savez, cette amie un peu méfiante,
C'est une amie un peu oui, c'est une fille tête brûlée, mais ça, limite, bon, voilà. C'est une amie, vous savez, un peu méfiante au début. Vous avez, cette forme d'amitié un peu méfiante, et puis après ça devient un love interest. Ça pose, à mon sens, ce côté-là, quelques problèmes. Déjà, ça aurait posé un problème si ça avait été l'inverse. C'est-à-dire si Artemis avait été un si en gros le personnage d'Oli avait été un homme et si le personnage d'Artemis avait été une femme, pour deux raisons. C'est qu'en fait, Oli elle est très âgée. C'est-à-dire que l'âge des elfes n'évoluant pas pareil que l'âge des humains, Oli Short est très âgé comparé à Artemis. Ça, premier temps. Donc ça pose toujours un problème. Segundo, ça pose un deuxième problème parce que quand bien même Artemis Fowl et tout, ils sont devenus amis, ils sont battus au fur et à mesure l'un à côté de l'autre. C'est quoi ce syndrome de Stockholm? Elle s'est fait kidnapper. Elle a été responsable. C'est à cause de son kidnapping à elle qu'on est sur un que les gens ont découvert quoi. Enfin, c'est quelque chose quand même. C'est enfin je sais pas. C'est quelque chose. Euh, bah, moi, je sais pas comment vous dire, mais c'est très bizarre. Moi, ça me met assez mal à l'aise. Honnêtement, moi, ça me met assez mal à l'aise. Mais bon, passons, c'est un truc un peu perso. C'est un truc un peu perso, ça, pour le coup. Vous avez aussi également, bah, alors, le personnage préféré de Shizzo, Mujdy Games, qui en fait est un nain cambrioleur, mais incroyable. C'est vraiment le personnage où tu rigoles le plus. C'est vraiment le personnage où tu rigoles le plus. C'est un mec, il est intelligent, il est malin, il est fourbe. Ses défauts, l'auteur joue excessivement bien avec ses défauts, parce qu'il en a un des défauts, hein. Il est cupide, il est arrogant, voilà quoi, c'est un petit con quoi. C'est un petit con, mais c'est un personnage, intéressant. Euh, c'est un personnage intéressant. Vous avez aussi, à mon sens, un des meilleurs personnages qui s'appelle Butler. Alors Butler, outre le fait qu'il s'appelle majordome, bah, c'est un peu le majordome de la famille Fowl. C'est le majordome, slash garde du corps, slash que tu veux, genre en gros, l'homme à tout faire de la maison, un mec, a priori, hyper stylé et tout. Je ne parlerai pas de son adaptation Disney, parce que l'adaptation Disney d'Artemis Fowl, j'ai un truc exprès pour en parler après, et j'ai des critiques, plus des critiques que des compliments d'ailleurs. Mais, bon, passons. Passons, c'est pas le débat. Butler, c'est littéralement le père de substitution d'Artemis Fowl, c'est-à-dire c'est comme ça qu'il est construit. C'est un mec qui globalement est un malade mental. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas un malade mental au sens il est taré, c'est un malade mental du style le personnage a été build pour être un monstre physique, c'est-à-dire qu'on parle quand même du seul être humain qui a réussi à vaincre un troll, un troll accompagné d'escadrilles de fées, donc autant vous dire que le mec, enfin d'une escadrille, vous savez, de leurs escouades de combat de fées de police, donc on parle d'un mec... ouais. Olive voit un peu Artemis comme elle qui a perdu ses parents, qui s'est perdue. Elle, comme première policière femelle, lui dans le crime, dans un sens, elle a un peu le syndrome du sauveur pour le sauver lui. Moi, je suis pas du tout d'accord avec toi, parce que le syndrome du sauveur, elle a peut-être vite fait dans le tome 2 quand il faut récupérer le père d'Artemis. Et à partir du moment où Artemis, qui a quand même encore sa mère en vie, hein, tout le monde oublie, tout le monde oublie qu'il a encore sa mère en vie parce que ce qui compte c'est que son père. Moi je suis désolé, mais le love interest il apparaît rapidement, hein. Faut voir le chagrin qu'elle a à chaque fois qu'Artemis est en danger ou qu'elle le croit mort. C'est le love interest, il est build up, hein. C'est je rappelle toujours que non mais non, je peux pas spoil ça, mais je rappelle qu'il y a un événement très précis avec Artemis. Il y a un événement excessivement très précis avec Artemis où on est au-delà du syndrome du sauveur. Ou alors du sauveur assez amoureux, quoi. Du sauveur assez amoureux, quoi. Donc non, je suis pas trop d'accord avec ton analyse, Panzerkampf. Et oui, effectivement, Butler, par contre, il est Astro Chad. Dans la catégorie des autres personnages principaux, lesquels je pourrais évoquer, on peut parler vite fait. Alors si, à mon sens, c'est important de parler de ce personnage-là, de Minerva Paradisio. Qui est Minerva Paradisio? Minerva Paradisio, c'est comment vous dire, c'est une génie, exactement comme. En fait, c'est l'alter ego d'Artemis version femme. Euh, c'est l'alter ego
littéralement, de Artemis version femme. Et bah, ça devient en fait un love interest d'Artemis après. C'est-à-dire que elle le massacre, elle en fait pas elle le massacre, mais en gros, elle le bat alors qu'elle n'a pas accès à la technologie des faits, qu'Artemis a accès à une partie de la technologie des faits. Elle le bat sur tout le tableau du tome 5. Le tome 5, en fait, c'est une victoire de Minerva, sauf qu'en fait, Minerva, au final, bah, ça reste une gamine de 12 ans, assez instable psychologiquement, et qui, comment dire, bah, a développé une forme d'admiration slash amour pour Artemis. Et en fait, à partir du tome 5, il y a une ellipse de 3 ans, et cette ellipse de 3 ans là, bah, en fait, ça va permettre à Artemis, grosso modo, de se faire rattraper en âge par Minerva. J'explique pas comment, j'explique pas pourquoi, encore une fois, je vous renvoie à la lecture des bouquins. Euh, En fait, ouais, c'est ça, je suis d'accord avec toi, c'est que Minerva, les clashs qui se font avec Artemis sont goldés, dommage qu'elle se trouve dommage qu'elle s'efface dans les tomes d'après. Je suis complètement d'accord avec toi, c'est que il y avait un potentiel de malade pour ce personnage, ne serait-ce pour un truc tout con, c'est de foutre un triangle amoureux. C'est mettre un triangle amoureux, Artemis, Holly, Minerva. Un triangle amoureux qui en plus aurait pu être vachement beau, pourquoi? Parce que la logique d'Artemis aurait été de se tourner vers Minerva, objectivement. Objectivement, c'est Minerva, c'est Minerva qu'il faut... c'est vers Minerva qu'il aurait dû se tourner. C'est une femme humaine, déjà, ce qui, dans un monde où les relations raciales, au sens premier du terme, ont l'air un peu compliquées quand même. Hein. Ni vu ni connu, les humains et les fées, c'est pas ouf, quoi. Euh, c'est quelqu'un qui lui ressemble énormément sur pas mal d'aspects, qui, contrairement à Holly, un peu quand même, n'a pas ce côté un peu angélique que peut avoir Holly Short sur certains aspects, et que n'a pas Artemis, ou qu'il n'a pas trop. Faudrait parler d'Orion aussi, faudrait parler d'Orion après qui se développe et qui est un autre personnage pour le coup, mais voilà. Euh, et puis surtout, bah, l'histoire d'amour avec Minerva elle serait quand même vachement compliquée qu'avec Holly Short. Hein. Parce qu'au final, ça reste deux ados du même âge, avec une expérience de vie sensiblement similaire. Là, tu le mets. Enfin, je sais pas. Il y avait de quoi faire un triangle amoureux, et justement, t'aurais pu faire le truc du choix de l'amour, mais vraiment de l'amour pur envers Holly Short, alors que aucun de ses intérêts matériels et physiques ne l'orienterait vers ça. Mais voilà quoi, ils ont décidé de l'effacer parce que, enfin, l'auteur a décidé de l'effacer. Je pense que l'auteur a décidé de l'effacer pour une raison assez simple, c'est que le triangle amoureux dans des littératures jeunesse, c'est peut-être un peu trop poussé. Parce qu'il faut pas oublier un truc, c'est que même si c'est Artemis Fowl, c'est la littérature jeunesse qui évolue lentement sûrement vers de la littérature adulte, enfin ado, jeune adulte, ça reste à la base quand même de la littérature jeunesse, quoi, Artemis Fowl. Mais voilà, donc par rapport au gros turnover de personnages, il y a eu quand même, vous voyez, il y a pas mal de personnages. Il y a Julius Root aussi, dont la fin peut te faire lâcher une larme. Dont la fin peut te faire lâcher une larme, si tu es un peu sensible, comme moi, que tu as un petit cœur tout fragile à l'intérieur de toi. Peut te faire lâcher une larme. Voilà, enfin, il y a plein de personnages assez attachants pour la plupart. Moi, il y en a vraiment que un que je déteste, mais absolument. Et moi, c'est Folie. Moi, à chaque fois qu'il y avait des passages de la première personne avec Folie, j'avais envie de me couper les couilles. Sincèrement. Sincèrement. Mais, mais bon, c'est autre chose. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Quoi d'autre? Quoi d'autre? Euh... Bah après, il y a numéro un du coup, le démon qui apparaît dans le tome 5, mais ça, encore une fois, voilà, c'est autre chose, et puis littéralement, on dans le spoil, mais c'est un mec assez attachant quand même, numéro 1, faut pas déconner. Il est hautain, mais pas si insupportable. Ouais, chacun de ses goûts, moi, vraiment, c'est littéralement pour moi, c'est le cliché du personnage de génie insupportable et complètement asocial, alors qu'au final, tu te rends compte que dès qu'il fait un petit peu d'effort, tout se passe bien, quoi. On n'est pas sur le vrai asocial de base, quoi, comme il peut y avoir certains personnages, voilà. Mais maintenant qu'on a parlé de l'œuvre, on va parler du principal problème à mon sens de tout ça. Ben, c'est l'adaptation Disney. C'est l'adaptation Disney, on va pas se mentir. Alors, est-ce que vous avez vu l'adaptation de Disney déjà de base? Est-ce que les gens attendez, hop. Je vais essayer de mettre un sondage là vite fait, tac. Ouais, si je peux, hop, tac, gérer le sondage.
Vos sondages. Avez-vous... Pour savoir en fait si je peux vraiment y aller, avez-vous vu l'adaptation Disney? Sur Disney, hop. Hop là. Ben en fait, ça va être assez simple. On va pas se mentir sur l'adaptation Disney, hein. Déjà, on va aborder les points entre guillemets positifs. Par rapport à ce que ça aurait pu être connaissant Disney, c'est franchement pas mal du tout. C'est franchement pas mal du tout. Ils ont globalement respecté l'œuvre. On est sur une œuvre, si je dis pas de conneries, qui couvre le tome 1 et un peu le tome 2. Je suis pas sûr pour le tome 2. Mes souvenirs de l'œuvre sont... Je l'ai vu il y a longtemps et je refuse de revoir ça un jour. Mais voilà, on est sur une œuvre qui est quand même globalement... Honnêtement, on va pas se mentir. Honnêtement, on va pas se mentir. C'est pas le pire truc que vous pourrez voir sur la plateforme Disney+, qu'on se mette bien d'accord. C'est pas le pire truc. Ah mais non, mais faut pas voir les reviews. Faut pas voir les reviews de ça. C'est pas... Non, 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 je déconseille. C'est pas le pire truc que vous pourrez voir sur Disney+. C'est pas le meilleur non plus. On va pas se mentir. On va pas se mentir, c'est pas... Voilà, c'est une adaptation, alors comme je le mets, c'est une adaptation originale dans le sens où tu t'attendais pas à ça, ou par exemple, l'acteur d'Artemis est excessivement bien casté. L'acteur d'Artemis, c'est vraiment un très bon... Franchement, bon choix d'acteur, s'il fallait reboot l'univers, je le garderais. Au moins pour faire l'Artemis un peu plus vieux. Butler, c'est non, hein. L'acteur de Butler, c'est non. Non merci. Autant c'est pas ses origines ethniques et tout, mais non, c'est pas possible. Butler, normalement, il dégage un certain flow, il dégage un certain charisme, et du coup, tu ne t'attaches pas au perso, mais voilà, t'as ce côté où tu es là, oui, bon, quand même, d'accord, c'est pas ouf, moi, je veux mon personnage stylé, fort et tout, baraque. Le combat avec le troll, bon, bah, faites mieux SVP. Et puis après, on arrive à un point qui, moi, est assez important, c'est-à-dire que aujourd'hui, en fait, je pense qu'il y a le syndrome Harry Potter. Honnêtement, le syndrome Harry Potter est passé par là. Le syndrome Harry Potter est passé par là, c'est-à-dire qu'en fait, Harry Potter, à l'époque, il y avait eu une discussion entre Rowling et les studios qui ont adapté Harry Potter, et notamment avec ses agents et tout. Ça avait été de savoir si elle adaptait Harry Potter sous forme de série ou sous forme de bouquin. Et à l'époque, il faut savoir que les studios étaient plutôt chauds pour faire une adaptation série de Harry Potter. Plutôt une adaptation de série, ça se comprenait sur plusieurs aspects. C'était le format s'y prêtait, l'aspect des bouquins qui durent un an, une année scolaire avec les vacances un peu qui s'ajoutent au fur et à mesure des bouquins, bah, ça s'y prêtait aussi, ça permet aussi d'avoir une forme de temporalité. Mais en fait, Rowling avait insisté pour que ce soit un film. C'est devenu un film, et Harry Potter, ben, ça a vachement bien fonctionné sous forme de film. D'ailleurs, HBO a annoncé de vouloir faire une série d'Harry Potter. Série avec Harry Potter, moi je suis pas convaincu que ce soit une bonne chose d'adapter cet univers parce que c'est vraiment un univers nul. Mais alors, vraiment, vraiment nul. Mais bon, de toute façon, c'est mon avis. C'est mon avis, sincèrement, il n'engage que moi. Je déteste Harry Potter, hein, qu'on se mette bien d'accord. J'ai lu tous les bouquins, j'ai vu tous les films. Mon avis succinct sur Harry Potter, c'est que c'est un univers qui est beaucoup trop, comment dire, euh, il est beaucoup trop surcoté en fait. C'est un univers qui globalement, il est pas si mal que ça. Il y a des énormes incohérences scénaristiques, j'y reviendrai toujours, mais au début, on te fait comprendre que t'es dans notre univers, mais au final, tu l'es peut-être pas, et au final, tu l'es peut-être encore. Parce que j'y reviens, hein, mais surestimé, non, parce que les films sont très bien en soi, hein. Les films, ils sont ok, c'est-à-dire qu'il y a des films. En tout cas, moi, je dirais pas ils sont très bien. Il y a de très bons films dans la saga Harry Potter. Moi, je pense que le 3, Le Prisonnier d'Azkaban, attends, c'est qui le réalisateur du Prisonnier d'Azkaban? Parce que lui, par contre, c'est quelqu'un. Enfin, c'est quelqu'un qui a une carrière, quoi. Réal
Prisonnier d'Azkaban. Tac. Hop. Alfonso Cuarón. Alfonso Cuarón. Bah, si tu veux, Le Prisonnier d'Azkaban, c'est un très bon film, hein. Alors, faut connaître l'histoire avant, mais il se regarde bien, hein. La Coupe de Feu, bon, pas le, pas le meilleur, mais il est bien. Et puis, le scénar enveloppe. Le 5, le 6 et les 2-7, moi je trouve que le seul moment marquant dans les 2-7, c'est le Always de Severus Rogue, qui à mon sens est la meilleure scène de toute la saga Harry Potter. C'est dommage que ça arrive au milieu de films moyens slash nuls. L'adaptation du premier et du deuxième, je les compare pas aux autres parce que les acteurs à l'époque, on parle de gamins qui sont pas encore vraiment acteurs, qui jouent et que comme l'histoire tourne autour de gamins qui savent pas jouer, bah c'est assez problématique. C'est assez problématique pour moi. C'est assez problématique. Mais bon, c'est voilà quoi. C'est mon avis succinct sur Harry Potter et je développerai pas plus. On fera un jour un stream Harry Potter, un jour où j'aurai 4 heures pour cracher tout ma haine et mon venin. Voilà, moi je pense qu'en fait, pour revenir à ça, je pense qu'en fait l'adaptation Disney en fait, si vous voulez, avec l'adaptation Disney, elle souffre à mon sens de 2 points. C'est que, en fait, pour moi, elle souffrait, donc, comme je vous disais, dans un premier temps, du syndrome Harry Potter. Pourquoi ça souffre du syndrome Harry Potter? Parce qu'en fait, Harry Potter, ça aurait dû être une série, ça a été des films, au final, ça a été tellement un carton niveau film que tu peux pas critiquer derrière le choix. Le choix, il est incritiquable quand tu vois le succès à la fin. C'était Rowling qui avait raison, elle connaissait mieux son œuvre que les mecs qui voulaient l'adapter. Mais, bon, quand même, Ken, c'est pas ouf, quoi. C'est pas grandiose. C'est pas grandiose. Euh, Moi, je pense qu'Artemis Fowl, autant t'as pas le contenu dans un tome pour faire une série en entier. Ça, c'est sûr et certain. Par contre, t'as soit le contenu en un tome pour faire une mini-série, par exemple en 3 épisodes, pour pouvoir bien développer chacun des aspects et tout du roman. Soit alors, tu fais une série comme fait Netflix maintenant, et je trouve que c'est une très bonne chose. Enfin, tu fais des séries, ta saison 1, tu l'as fait en 2 parties. Première partie, sur le tome 1, et t'ajoutes à la fin de ton dernier épisode de la première partie les éléments pour introduire le tome 2 et pour que le tome 2 passe ensuite sur une deuxième partie tout crème, quoi. Comme ce qu'ils avaient fait par exemple avec Lupin. Avec Lupin, ils avaient vachement bien géré ça, je trouve. Avec Lupin, ils avaient vachement bien géré ça, Netflix. Qui Lupin est d'ailleurs pas une si mauvaise série que ça, elle est pas incroyable, mais elle est pas mal du tout. On parle quand même d'Omar Sy. Omar Sy a ces dernières années quand même très peu de. En fait, depuis qu'est-ce qu'on a fait, c'était non lui, c'était pas qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, c'était quoi l'autre truc? Euh, Avec le mec handicapé là. Son truc avec François Cluzet. Bref, depuis ce film-là, il a quand même pas des films dégueux. Il a une apparition chez Marvel, bon, voilà, pas incroyable. Je conseille à toutes et à tous le film Tirailleurs, qui est un excellent film. Et bref, donc Lupin est plutôt une bonne série. Et moi, justement, je pense que Artemis Fowl avait ce format série slash mini-série plutôt intéressant. Plutôt intéressant parce que ouais, le problème du film, c'est que t'es obligé de couper des morceaux du roman. Le problème, c'est que le roman, bah, il n'y a pas des pages dont tu peux te passer, quoi. C'est tout ce que tu vois dans le roman, notamment dans le tome 1, ça va être réutilisé après. Donc si tu as vraiment l'envie et l'opportunité de vouloir te créer un univers là-dessus derrière, comme Disney peut savoir les créer parfois, hein, ils sont à la recherche de leur nouvel univers, Disney. Hein. On peut parler un peu de la politique de Disney, mais ils sont à la recherche de leur nouvel univers, et ça va, à mon sens, leur poser problème. Euh, Ça va, à mon sens, leur poser problème. Parce qu'ils sont tellement à la recherche de nouveaux univers qu'ils font n'importe quoi avec les univers dont ils ont acquis les droits. Et je pense que c'est un peu ce qu'ils ont fait malheureusement avec Artemis Fowl. C'est un peu ce qu'ils ont fait avec Artemis Fowl, c'est-à-dire que ils ont voulu à tout prix leur nouvel univers de science-fiction, slash magie, slash enfant, slash ce que tu veux, et au final ça n'a pas été incroyable. Donc moi l'adaptation, si vous avez lu tout Artemis Fowl, je vous conseille de la voir parce que il y a des trucs qui sont bien faits, Holy Short, les fées, le troll est bien, même si le combat est pas incroyable. L'acteur d'Artemis vaut le détour, on va pas se mentir. L'acteur d'Artemis vaut le détour, on va pas se mentir. Même si moi je suis pour un reboot. C'est-à-dire que pour moi, il faut que Disney acte le fait que ce soit un échec. Bon, après, c'est Disney, donc ils le feront pas, mais il faut que Disney acte le fait que ce soit un échec. Que leur film a été un échec, que s'ils n'ont pas pu le sortir en salle comme c'était prévu, c'est pas uniquement qu'à cause du Covid, hein, c'est aussi parce que le film était objectivement nul et qu'en salle ça aurait bidé. Là, c'est sorti sur une plateforme.
Ce qui est bien avec les films qui sortent sur des plateformes, c'est que en général, bah, tu peux te permettre quand même de, voilà, de faire un peu ce que tu veux. C'est le moment ou jamais de faire des tests, en fait. C'est ça que j'essaie de vous dire, c'est que c'est le moment ou jamais de faire des tests. C'est-à-dire que ils ont fait leurs tests. Moi, je pense qu'il faut que tu actes, le fait que ça va pas fonctionner, mais que c'est pas si grave que ça si ça va pas fonctionner, hein, ils vont s'en remettre, c'est Disney. Ils vont s'en remettre, c'est Disney. C'est pas si grave que ça si ça va pas fonctionner. Donc, à partir du moment où ça n'a pas fonctionné, justement, comme ce qui s'est passé, bah, tu dis oui, bon, bah, ok, on a été nul. On a été nul, objectivement, on a été nul. On va vous refaire un truc et on va vous refaire un truc qu'on va vous respecter. Parce que moi, c'est un peu le sentiment qui sort du truc, c'est que j'ai pas, en tant que personne qui aime bien l'univers, que c'était un petit truc d'enfant et tout, que j'ai bien aimé ensuite ado, que j'ai quand même bien aimé, que j'ai continué à lire. J'ai pas lu la suite, Les Jumeaux Folles, parce que je me suis dit que c'était plus de mon âge, ces conneries. Mais, euh, mais je me suis pas senti respecté. Et c'est dommage pour un truc où tu veux essayer de rechercher des passions, parce que c'est pas une série actuelle, c'est-à-dire que moi j'y reviens toujours, mais et c'est ce que je disais, et puis en fait, finalement, je vais caler ça dans la conclusion. Euh, je vais caler ça dans la conclusion, en fait, parce que sinon, on va jamais s'en sortir. On va jamais s'en sortir. Euh, comment vous dire? Comme je vous mets dans la conclusion, on a mangé du caviar avec Hob, là, c'était juste une bonne pizza. C'est-à-dire que Hob, en fait, faut comparer avec ce qu'on a vu avant. Faut comparer avec ce qu'on a vu avant. Robin Hobb, c'est un univers hyper construit, hyper intéressant. Avec des possibilités d'évasion, d'imagination incroyables. Et sincèrement, t'es sur une des meilleures autrices qui puisse exister à l'heure actuelle de ce genre d'univers. Donc ça là-dessus. On n'est clairement pas avec ça avec Owen Colfer. Owen Colfer là. Donc je sais pas comment le prononcer avec leur nom irlandais. Euh, on est clairement avec ça avec lui. On est clairement avec ça avec lui. Mais, bah au final, c'est pas si mal que ça. Ok, il fait pas du Hob, mais il a un univers qui tient la route. Il a un univers qui tient la route. Quand même. Globalement, il y a très peu de trucs. Il tombe pas dans les erreurs que moi je déteste dans les bouquins, qui sont, par exemple, ce personnage intelligent qui fait de la merde pour justifier le scénario. Les personnages intelligents, globalement, ils sont intelligents, et globalement, quand ils font une connerie, c'est que cette faiblesse-là a été amenée en amont. Et donc, tu comprends pourquoi la faiblesse ou la connerie qui a été faite, qui dépend de ça, justement, elle a été faite. C'est pas parce que le mec est bête, c'est parce que le mec, voilà, c'était sa faiblesse, on le savait, et la personne qui a fait ça, mais voilà, c'est bon, mais c'est pas parfait. C'est bon, mais c'est pas parfait. En fait, moi, je vais vous dire un truc. Si vous devez acheter les œuvres et les lire, faites-le, mais vous attendez pas à quelque chose qui va vous révolutionner votre vision qui va vous révolutionner votre vision du médium, quoi. C'est globalement ok. C'est globalement ok. C'est pas plus, c'est pas moins. C'est globalement ok, c'est pas plus, c'est pas moins. Néanmoins, ça vous fait un bon divertissement. Si par exemple vous avez des petits frères, des petits cousins et tout, moi je vous conseille de leur acheter. De leur acheter pour les faire lire. Pourquoi? Euh, Parce que déjà, si vous n'avez pas d'idée de cadeau ou que vous voulez pas acheter des jeux vidéo, un livre de science-fiction c'est toujours pas mal parce que ça permet quand même, ni vu ni connu, d'ouvrir à ton acuité sur ce genre d'univers. Déjà. Secundo, ça permet de bien vous faire voir des parents en question. Et ou si vous êtes les parents en question, ben, ça vous permet de vous dire que vous avez acheté autre chose qu'un jeu vidéo ou quelque chose à votre gamin, donc c'est toujours pas mal. Euh, et en plus, l'avantage de Artemis Fall, c'est que finalement, si tu enlèves l'adaptation de Disney qui est assez méconnue, qui est assez un peu à la trappe, il y a très peu d'adaptations, donc c'est très pratique, notamment pour un jeune adulte ou un adolescent, c'est très pratique parce qu'il peut se construire son propre univers, il peut s'imaginer les personnages et qu'il les imagine. Moi j'ai vu l'adaptation de Disney, c'était pas comme ça que j'imaginais les personnages, et c'est pas comme ça que je vais retenir les personnages. Ça va être mon interprétation de base des personnages qui va rester. C'est mon interprétation de base des personnages qui va rester. Ce qu'en ont fait les mecs de chez Disney, je peux comprendre ce qu'ils en ont fait, je ne partage pas ce qu'ils en ont fait, mais au moins ils l'ont fait. Moi après, et c'est là-dessus où je vais vouloir conclure, parce que ça va être aussi un des éléments de conclusion. Parce que vous savez, l'idée, je rappelle, des stream lectures, c'est au fur et à mesure d'aborder plusieurs auteurs, mais ensuite, finalement, d'amener aussi des critiques et des compliments. Les compliments, je pense que je les ai faits, je vous ai dit à quel point Hobb et Colfer c'était de très bons auteurs. Là maintenant, je vais arriver sur une critique sur l'industrie à la fois du livre et du ciné. Pourquoi? Parce qu'on est dans un monde où aujourd'hui, on adore réadapter des trucs. C'est-à-dire quoi quand je dis réadapter des trucs? C'est-à-dire que on a des séries qui ont fonctionné.
on a des séries, des adaptations qui ont fonctionné et on se dit on va les réadapter. On peut voir par exemple le fait qu'ils veulent réadapter la série Friends. Je sais pas si vous voyez ce que c'est Friends, mais Friends c'est un sacré morceau qui a duré énormément de saisons, qui a duré sûrement trop longtemps et qu'on veut réadapter. Pareil, on veut adapter Harry Potter en série. Moi je dis pourquoi pas. Sincèrement je dis pourquoi pas. Par contre, là où ça pose un problème, c'est que les budgets aujourd'hui des plateformes sont pas illimités. C'est-à-dire que vous enlevez Disney et Amazon qui ont tous les deux des budgets limités, vous enlevez ces deux trucs, le reste, globalement, en termes d'adaptation, ben, tu prends un Netflix. Netflix, quand il fait des adaptations, il adapte quoi? Il adapte des mangas à succès où tu sais très bien que tes animés vont obtenir ce qu'il faut. Il adapte des romans un peu obscurs où t'as pas forcément payé les droits, dessus très cher et donc du coup bah, tu peux te permettre de faire un truc un peu ambitieux. Je pense typiquement à la série You. Série You qui en soi est pas une mauvaise série. Hein, indubitablement, il y a 2 très bonnes saisons. La série You, c'est une série un peu sombre, un personnage un peu sombre, un peu complexe, euh, un psychopathe. Un psychopathe, sincèrement. Mais voilà, c'est une série ok. Ou alors ils font des trucs sur des personnages type, ils font une série type sur Jeffrey Dahmer. Et il n'y a pas de projet ambitieux chez Netflix, parce qu'ils peuvent pas, ils n'ont pas forcément les mêmes moyens que les autres. Mais pour les autres qui ont les moyens, ou pour les autres qui justement jouent sur cette lane-là, de dire, bah, écoutez, on va vous... soit on a des moyens, on peut adopter n'importe quoi, Disney ou Amazon, ou alors on n'a pas forcément de moyens, mais on a cette vision originale du truc, typiquement HBO qui peut faire ça, typiquement HBO qui pouvait faire ça, parce qu'il ne fait plus ça. Je pense que Walking Dead, ça a servi de leçon à tout le monde, ça a servi de leçon à tout le monde sur l'absence d'originalité du truc. Ça a servi de leçon à tout le monde et ça, à mon sens, ça tue la plateforme. D'ailleurs, il y a une excellente vidéo YouTube que je vais vous envoyer, qui a été faite par Bolshevik pour le média L'Humanité, que je vous conseille à tous, qui s'appelle Bolshevik qui a tué HBO. Et moi, c'est limite des devoirs que je vais vous demander d'avoir. Que c'est limite un devoir que je vais vous demander de faire pour le prochain stream lecture, parce que vous allez... donc c'est qui a tué HBO, je l'ai mis dans le chat. Si vous le voyez en rediff YouTube, vous allez sur la chaîne du Journal de l'Humanité, vous avez la playlist. Vous avez la playlist notamment des chroniques de Bolshevik qu'il a faites pour l'Humanité. Il a fait des très bonnes chroniques et je pense qu'il est assez fin sur l'analyse qu'il a des médiums modernes. Après, si vous êtes de droite, voire encore plus à droite, attendez-vous à quand même une analyse plutôt à gauche de ce genre de truc. Mais pour un sujet comme HBO, l'analyse critique peut être facilement partagée, peu importe le bord politique. Peut être facilement partagée, peu importe le bord politique. T'as découvert Adios. Écoute, hein, désolé, hein. Désolé. Mais du coup, bon, c'est ce qu'il l'analyse. L'analyse qu'il a faite. L'analyse en tout cas qu'il fait à ce moment-là de ce truc-là justement, de comment HBO est mort et comment et surtout qui l'a tué, parce que c'est là où se porte sa principale critique. C'est là où se porte sa principale critique. Mais à ce moment-là, enfin moi en tout cas, bref, je vous conseille sincèrement d'aller voir ça. D'aller voir ça parce que déjà, vous ratez rien. Objectivement, hein, je vais être honnête avec vous, vous ratez rien. Euh, Vous ratez rien, ça vous prendra 20 minutes. euh, pour les devoirs. Hein. Bon, écoute, c'est 20 minutes, je crois que c'est 20 minutes de vidéo. Hein. C'est 20 minutes de vidéo. Hein. Je rentrerai pas là-dedans parce que moi, les woke, j'aimerais bien savoir ce que c'est exactement avant qu'on me casse les couilles quand on me dit qu'il est woke. Je trouve que c'est. Enfin, j'ai pas envie de rentrer dans cet appart-là, vraiment pas, mais. Voilà, on y rentrera peut-être une autre fois, mais pas maintenant. Et bon, bref. Et du coup, voilà. C'est. Ce que je voulais dire à la base, parce que moi, mon propos, c'était quand même là-dessus, c'était notamment une licence individuelle de Bolshevik. C'est vraiment pour vous faire comprendre qu'aujourd'hui, il y a une facilité des plateformes à réadapter toujours les mêmes choses, ou alors toujours adapter dans le même univers. Parce que, par exemple, une des principales critiques qu'on pourrait formuler, par exemple, par rapport à ce que je dis, c'est tout connement, bah oui, t'es bien gentil, t'es bien gentil de nous dire ça, mais HBO, c'est quand même eux qui ont adapté Game of Thrones, c'est quand même eux qui ont adapté plein de trucs dans l'univers, et qui ont adapté Martin, par exemple, George R. R. Martin. Moi, je suis d'accord, ils ont adapté Martin,
complètement content. Moi, sincèrement, je suis un grand fan. Je vais pas vous mentir que je suis pas un fan historique de Martin. Hein, je lisais pas les bouquins avant l'adaptation de la série, mais j'ai connu les bouquins qui avant la série. J'ai connu les bouquins avant la série parce que tout le monde disait la série est géniale. J'ai fait ok, mais je veux lire les bouquins avant. C'est comme ça que j'ai découvert Martin, pour être complètement honnête. J'étais au lycée encore, c'était la saison 1 ou la saison 2. Et j'avais un pote un peu geek comme moi qui me disait non mais tu devrais voir ça, c'est incroyable. J'ai fait ok, pas de soucis, mais je veux lire les bouquins avant. Tu m'en voudras pas, hein, mais je vais être sûr quoi. Je vais être sûr. Et j'ai lu les bouquins, effectivement, les bouquins sont très bien, la série est géniale, il n'y a pas débat. Mais en fait, je suis désolé, c'est pas très original. House of the Dragon, par exemple, c'est une excellente série. Sincèrement, c'est une excellente série. Sauf que c'est Game of Thrones, et c'est là où justement House of the Dragon, dans la manière d'écrire, c'est quelque chose de différent de la série de la série Game of Thrones. HBO l'adapte quasiment comme si c'était du Game of Thrones, comme si c'était la même série, si c'était le même livre, le même objet, la même œuvre. Moi, je suis pas d'accord. Vous lisez Fire and Blood, donc Feu et Sang en français, qui sont les anthologies sur lesquelles se base la série House of the Dragon. Bah, vous m'en voudrez pas, hein, mais c'est pas du tout le même truc. Hein. C'est pas du tout le même truc, c'est complètement différent. C'est complètement différent, c'est complètement différent. En fait, c'est une chronique historique, la manière dont c'est écrit. Et tu manques ce côté historique. Parce qu'en fait, la chronique historique et l'avantage de Martin, ce qui fait vachement jouer, un peu comme dans Game of Thrones d'ailleurs, c'est le doute. C'est le doute sur certains trucs. Est-ce que les enfants de Rhaenyra sont vraiment les enfants de son mari ou sont les enfants de son amant? La série tranche. La série tranche de manière stupide. Parce que en ayant mis les Velaryon en des acteurs noirs, ce qui en soi n'est pas complètement déconnant quand tu lis un petit peu le lore et compagnie, c'est pas complètement déconnant que les Velaryon soient interprétés par des noirs, même que globalement les Velaryon soient pas forcément des blancs un peu nazis, c'est pas forcément complètement déconnant quand tu vois d'où ils viennent, quand tu vois dans quel univers ils ont vécu, tu te dis pas dans un univers hyper ensoleillé, tu restes blanc comme un cul pendant... Enfin bon, c'est très peu probable d'un point de vue, d'un point de vue biologique, quoi. Voilà, c'est assez peu probable. Mais bon, passons, on s'en branle qu'il soit blanc ou noir, c'est pas le débat. Par contre, le problème de quand une nana blanche fait un gamin avec un mec noir, c'est que ça fait un métis. Quand le gamin il est pas métis, bah tu comprends que c'est pas le fils du mari en fait. Et même le mari, il est pas con, il comprend que c'est pas le fils du mari. En fait, normalement. Sauf que là, il y a un doute normalement il y a un doute normalement dans les bouquins, ce que permet l'imagination des bouquins. Là, le doute, il est complètement rompu. Il est complètement rompu par ce qui se passe dans la série. Et c'est là où moi, je pense que pour moi, la lente décrépitude d'HBO, elle est en train de continuer. C'est-à-dire que ils ont, à mon sens, des univers porteurs encore. Ils ont encore des univers porteurs sur lesquels ils vont pouvoir jouer pendant un petit moment. Ils ont un univers porteur sur lequel ils vont pouvoir jouer encore un petit moment. Je suis pas sûr et certain que cet univers porteur va rester ad vitam aeternam. Ça, je vais être honnête avec vous. Je pense pas que cet univers porteur va rester aussi longtemps. Pourquoi? Parce que malheureusement, à un moment, ça va s'essouffler. C'est-à-dire que par exemple, ils ont annoncé une série sur la conquête des Gones. Je pense pas que cette série-là risque d'être un succès. Mais bon, on verra. Voilà, c'était l'aparté. Mais donc voilà, ce que je veux critiquer en fait justement avec Owen Colfer et Robin Hobb, donc qui est la critique sous-jacente, c'est l'absence d'imagination des plateformes, des industries pour imaginer des trucs, parce qu'en fait, on arrive en fait à une forme de panne. De panne de renouvellement. Et ce que dit Panther justement est assez juste. À force de vouloir répondre à tous les mystères, il n'y a plus de matière adaptée. Et en plus, tu tues la licence à petit feu. Donc, ouais, effectivement, moi je suis d'accord. Moi, je suis convaincu par ce que tu dis. Hein. Je suis convaincu par ce que tu dis. Et imaginez, ça coûte. Kaiser a raison, mais en même temps, il n'a pas forcément raison. Pourquoi? Parce que, imaginez, ça coûte, mais enfin, on se rend pas compte de la densité d'œuvres qui est adaptée. Tu vois, vous voyez par exemple, on parle là d'Owen Colfer, Artemis Fowl et tout, très bien. Artemis Fowl, il y a eu une adaptation, alors que une adaptation en 20 ans. La première est sortie en 2001. Ça a été un succès, vraiment un gros succès, notamment en Europe occidentale, dans les années 2000. À l'époque où en plus, à peu près n'importe quelle chaîne pouvait se permettre de tenter de lancer un projet parce que ça coûtait vachement moins cher à l'époque de faire des séries. Donc, tu pouvais dire, ok, il y a des FX, ok, ça va coûter cher, mais on peut donner un peu la série Doudou aux gamins, la série Artemis Fowl pour les gamins, les adultes, les ados, c'est-à-dire ton public de télé à l'époque quand tu faisais des séries et tout.
Et tu peux avoir ce côté où on va. Personne l'a fait à l'époque. Bon, personne l'a fait à l'époque. Le truc, c'est qu'au tournant des années 2010, notamment en 2013, 2014, 2015, bah, il y a une plateforme qui a explosé qui s'appelle Netflix, qui a révolutionné complètement la manière de faire des séries. Pourquoi? Parce qu'en fait, Netflix était en avance sur son temps, et Netflix, bah, en fait, vous aviez une série qui sortait, vous avez tous les épisodes qui sortaient. Moi, je me rappelle la claque qui était la série Daredevil sur Netflix, qui avait été moi, le produit d'appel qui m'a emmené sur Netflix. J'en parle souvent d'ailleurs quand je parle de plateforme, mais parce que c'est réel en fait. Moi, c'était mon produit d'appel Daredevil pour m'inscrire sur Netflix. Et ben depuis, j'ai pas résilié. Enfin, j'ai résilié. Maintenant, c'est ma mère qui paye parce que toute la famille regarde. Mais à la base, je l'avais payé pour moi et mon frère pour qu'on puisse regarder Daredevil tous les deux, tous les deux. Et après, bah, il y a ma soeur qui voulait regarder des trucs dessus, il y a ma mère qui voulait regarder des trucs dessus. Donc c'est devenu un truc familial. Et maintenant, on a le même compte pour 4 quoi. On a le même compte pour 4. Euh, Mais voilà, mais justement, à l'époque, c'était hyper original. Ça adaptait une série Daredevil. Moi, je sais pas si vous vous souvenez de Daredevil, mais Daredevil, les adaptations qu'on avait jusque-là, c'était moyen pas ouf. On parle d'un comics avec un truc planétaire, et Netflix a cette originalité d'acheter les droits à Marvel, de faire la prise de risque là-dessus, parce que c'était une prise de risque, et ils ont eu le truc de le faire. Et à partir de ce moment-là, on a décidé, je sais pas pourquoi ce qui s'est passé, on a décidé que ce serait Netflix qui prendrait toutes les opportunités. Netflix ou alors des chaînes qui faisaient déjà ça, c'est-à-dire HBO aux États-Unis, mais plus de production ailleurs, plus de production un peu originale. Là par exemple, même parce que Netflix, pour pouvoir être diffusé partout, ils doivent faire des productions dans tous les pays. Donc par exemple, en France, ils ont sorti une série qui s'appelle Marseille. Une série qui s'appelle Marseille avec Gérard Depardieu en maire de Marseille. Moi, sincèrement, on peut faire toutes les critiques qu'on veut à cette série. Mais honnêtement, elle est hyper ambitieuse, elle est bien foutue, le scénario, il est sympa, il te tient en haleine, tu vois pas tout arriver dès le départ, tu sais pas trop, t'as des doutes, mais tu sais pas trop. Voilà, la saison 1 de Marseille, sincèrement, c'est une excellente saison. Vous pouvez pas. Autant la saison 2 elle a explosé au sol, mais c'est un excellent projet. Et le truc on est zéro chaîne française qui tente des trucs comme ça sur des univers locaux. Par exemple, moi je vous dis un truc tout con, pourquoi depuis la fin des années 70-80, on n'a pas de film sur la résistance? Sur la résistance française? Pourquoi on n'a pas de film sur la guerre d'Algérie? Pourquoi il a fallu attendre Omar Sy pour avoir un film sur la Première Guerre mondiale avec les tirailleurs? Pourquoi on est obligé de laisser aux Anglais l'adaptation de la Première Guerre mondiale avec 1917? Il y a quand même. Enfin, je suis désolé, la Première Guerre mondiale, elle s'est passée sur le sol français, pour le front ouest, hein, pour la plupart du sol français. Oui, je sais, il y a eu des Belges qui ont été un peu impactés aussi et tout, mais passons. Pourquoi on n'a pas de série française? Pourquoi on n'a pas de série française? Pourquoi on n'a pas une série, typiquement, je sais pas, un truc un peu régio en plus, tu fais un truc dans la Somme? Mais la guerre d'Algérie, c'est un peu tabou aussi. Moi, je suis d'accord si on était dans les années 80-90. La guerre d'Algérie, on est en 2023, c'est bon, on peut l'aborder, hein. C'est bon, je veux dire. La guerre d'Algérie, ce qui posait problème avec la guerre d'Algérie, c'était le fait qu'on n'avait pas accès aux archives pendant longtemps. Et que faire une série ou faire un produit culturel à l'époque, ben, tu avais une certaine vision parce que tu n'avais pas toutes les infos. Aujourd'hui, la guerre d'Algérie, elle s'est finie en 1962. Il me semble que l'ensemble des archives ont été ouvertes. Alors, même si c'est excessivement restrictif, hein, il y a eu tout un conflit en 2020-2021 avec les archivistes en France qui ont fait des grèves et compagnie par rapport à ça, mais globalement, on a accès aux archives. Donc n'importe qui peut avoir. Euh, voilà, on n'a pas d'œuvre là-dessus. Donc, à la limite, ok, mettons de côté la guerre d'Algérie. Je peux comprendre la guerre d'Algérie, c'est tabou. Comme dit Panthère, la Première Guerre mondiale, c'est incompréhensible. Aucune série sur le front Est, pareil, mais alors même pas. Moi, je suis au-delà de la série sur le front Est. Moi, je suis passé à autre chose. C'est-à-dire, pourquoi on n'a pas de série là-dessus? Je veux dire, qu'on n'ait pas de série sur Napoléon. Qu'on n'ait pas de série sur Napoléon. Parce que Napoléon, tu t'es engagé dans la construction européenne et que dans la construction européenne, malheureusement, Napoléon, c'est pas le mec le plus européen friendly, quoi. C'est pas le mec le plus européen. Amy, comment il pas. Moi, je trouve ça problématique. Mais par exemple, on n'a rien sur Napoléon III. On n'a rien sur la Troisième République. On n'a rien sur la Quatrième République. Justement, la série politique. Par exemple, on a découvert un truc, Canal a découvert un truc, c'est que le Baron Noir, la série Baron Noir, ça a été un succès monstrueux. Le Bureau des légendes, ça a été un succès monstrueux. Ça parle de sujets contemporains, de sujets auxquels on comprend. Mais pourquoi tu fais pas ça? La Troisième et la Quatrième République, mais c'est propice à faire des séries sur à la Baron Noir ou à la Quatrième. La Quatrième République, tu peux faire un truc sur les services secrets français en Indochine. Sans déconner. Tu peux te faire un truc monstrueux là-dessus. Un truc monstrueux là-dessus sur la guerre d'Indochine. Sincèrement. Mais oui, je ne comprends pas pourquoi on fait pas ça. Et c'est justement ce que je veux critiquer avec Owen Koffler, avec Robin Hobb, c'est le manque d'initiative des studios de manière générale, et surtout de notre réappropriation culturelle. C'est-à-dire que Owen Koffler, c'est un Européen.
Ok, c'est un anglo-saxon, mais c'est un européen, c'est un irlandais. Euh, c'est un irlandais. Le mec, t'es rentré dans le projet, dans le truc européen avec les coproductions à l'échelle européenne audiovisuelle. Pourquoi lui on l'a pas adapté à une échelle européenne? Pourquoi on n'a pas fait un joli truc sympa en Irlande, une coproduction, je sais pas, franco-irlando-allemande, je sais pas, ou avec n'importe quel pays. L'Irlande fait ça avec les quel pays qu'elle veut. Pourquoi tu t'es pas mis un beau truc comme ça? Pourquoi tu t'es pas mis un beau projet comme ça européen? Un projet culturel européen. On fait des projets culturels parfois discutables, avec des financements parfois opaques, et on se fait pas chier à se réapproprier notre histoire, parce qu'en plus, ce que fait Owen Colfer, moi je trouve, avec Artemis Fowl, dont j'ai pas beaucoup parlé parce que c'était pas ma lane, mais on peut en parler maintenant, il s'approprie le folklore européen. Il s'approprie le folklore européen. C'est-à-dire, il y a les farfadets, il y a les gobelins, tout ça c'est européen comme folklore. Alors c'est pas européen, c'est européen, méditerranéen, un peu Asie moyen-orientale, mais il y a quand même des trucs européens où tu peux dire, il y a la matière à te faire un joli truc. Il y a la matière à te faire un joli truc quand même de ça. Et en fait, c'est ma critique sur Owen Colfer, et c'est pour ça que dans les 3 prochains trucs, on va prendre, dans les 3 prochains sujets que je vais vous mettre que 3 œuvres qui ont été adaptées, réadaptées, suradaptées. Dans le sens où on a parlé pendant ce temps de 2 œuvres qui n'ont pas été adaptées, ou qui ont été adaptées tard ou mal, type le truc Artemis Fowl sur Disney. Mais, euh, mais voilà, donc non, il y a un vrai truc, enfin, il y a des vraies questions. Pour moi, je suis désolé, il y a des vraies questions à se poser là-dessus. Comme tu dis, effectivement, la Russie en ce moment, c'est chaud. C'est chaud. Même si, pour le coup, la Russie, c'est hyper intéressant. Il y a des trucs en Russie. Moi, je suis désolé. euh, Pourquoi on a laissé qu'à l'URSS le fait de faire des jolis films sur ce qui s'est passé, le fait de faire des jolis films, les révolutions russes? Elle est où la série sur la révolution russe? Série que tu commences avec la chute du tsar et que tu finirais, je sais pas, avec justement la mort du tsar dans cette espèce dans leur prison, dans leur prison, leur manoir, je sais pas quoi là, au fin fond de la Russie. Mais et tu te fais une vraie belle série là-dessus. Et après, justement, si tu vois que ça plaît, tu t'enchaînes avec la guerre civile russe comme dit Kaiser. Il y a des trucs incroyables à faire. Il y a vraiment des trucs incroyables à faire. Et le truc, c'est que nous, on veut pas s'approprier ça. Soit on laisse aux Américains. Là, et encore que, je veux pas être complètement négatif et on va conclure sur une note positive. On va conclure sur une note un peu positive, mais on va pas se mentir. On va pas se mentir. Là, le ciné français est en ce moment en train de se réapproprier notre histoire. Alors, il se la réapproprie vers Dumas, parce que Dumas est l'auteur le plus cinéma adaptable que la France ait produite. Même si Dumas est excessivement discutable d'un point de vue historique, moi, je trouve ça bien qu'on ait un film sur les Trois Mousquetaires, qu'il y a une partie 2 qui va arriver, qu'on ait un film sur le Comte de Monte-Cristo avec Pierre Ninet, et que sans déconner, ce film-là, je l'attends au tournant parce qu'il peut vraiment être incroyable. Et justement, et on va rire, parce que je rebondis toujours sur mes pattes, vous allez voir. Euh, Chez Geek, les Trois Mousquetaires. Parce que je suis un être qui rebondit toujours sur ses pattes. Deuxième vidéo de Bolshevik sur ce thème-là. Sur ce thème-là, justement, qu'est-ce qui s'est passé avec le cinéma populaire français. Moi, je diffère la théorie de Bolshevik parce que je pense que le cinéma populaire français n'a jamais vraiment existé, ou qu'il a existé mais à la marge, et que ça n'a jamais été ça le truc du cinéma français, le film populaire. Mais après, c'est un débat et c'est un truc que tu peux avoir. J'aurais jamais ce débat-là avec là vu que je le connais pas, mais voilà, en tout cas, bref, le truc est quand même, le truc est quand même posé. Le truc est quand même posé. Il pose des questions assez intéressantes là-dessus. Et moi, je vais l'élargir et c'est vraiment la conclusion de la conclusion. C'est on est au stade où on ne prend plus de risques au niveau adaptation. Je pense pas que demain, euh, on a énormément d'auteurs en réserve qu'on pourrait adapter. On va pour qu'est-ce que ça va être les prochaines grosses productions qu'on va avoir sur les plateformes en termes d'adaptation. On va avoir Percy Jackson de Rick Riordan qui avait été adapté en film et des films mais compliqué quoi. Ah, en plus, ma compagne, ma fiancée est une fan absolue de Percy Jackson. Donc alors autant vous dire que si je dis du mot de mal sur la série livre, je m'expose à une rupture des fiançailles assez sèche, mais je prendrai le risque de parler de l'œuvre de Rick Riordan et potentiellement de finir célibataire à la fin du stream. Je ne dis pas le contraire. Kaiser, si tu clips ça et que tu l'envoies à Justine, t'es un salaud, mais t'es un salaud qui fait bien son travail.
Euh, et je disais quoi? Et oui, on va parler soit de Rick Riordan, soit de Harry Potter. Euh, Tant mieux. Je n'ai pas un salaud, je n'ai pas un Sophie. On va parler soit de Rick Riordan, soit d'Harry Potter. Euh, Et pour le troisième, j'ai un doute, il faut que je vérifie, mais je vous en parlerai plus tard. Mais en tout cas, ça, c'est des deux propositions qui étaient déjà justement dans les propositions du dernier truc, parce que je mets mes propositions pour les stream lecture dans le chat annonce de l'information sur le Discord. Vous pouvez aller voter. Vous pouvez du coup aller voter. Là, par exemple, les derniers votes avaient été assez soviétiques. J'avais proposé Rick Riordan, Harry Potter. J'avais proposé Rick Riordan, J.K. Rowling et Owen Kopfler. Il y a eu 5 votes pour 5 votes sur 5 pour Owen Kopfler. Donc Owen Kopfler, c'est fait. Owen Kopfler, c'est fait. Euh... C'était stupide, mais t'inquiète pas, le vote va durer longtemps parce que le prochain stream n'est pas pour de suite. Le prochain stream, pas pour de suite. Entre deux exclusions, tu iras voter vite fait quand je posterai le truc. Entre deux exclusions, tu iras voter. Donc il y aura un vote qui sera posté. Je sais pas quand est-ce que sera le prochain stream lecture. La dernière fois, j'avais annoncé qu'il y en aurait un prochainement. Et au final, bah, ça a été 3 semaines après. Ce que je peux vous dire, c'est que la VOD de celui-là sera dispo sur YouTube dans les plus brefs délais. Parce qu'avec les pubs de Twitch, si vous êtes pas sub à la chaîne avec les pubs de Twitch, bah, c'est relou. C'est relou, donc on va éviter, c'est pour ça. La précédente vidéo, d'ailleurs la précédente vidéo, donc notamment sur Robin Hobb, est dispo sur la chaîne YouTube. Je la remets pour ceux qui ont peut-être pas pu la voir, ceux qui, ben voilà, n'avaient pas nécessairement, bah voilà, n'étaient pas nécessairement au courant ou simplement l'ont pas vu passer. Je vous la remets. Au passage, vous avez la chaîne YouTube sur laquelle vous pouvez vous abonner, comme ça vous aurez les tier lists, les trucs et compagnie. Vous aurez tout ça, la vidéo dure 2 heures environ. La vidéo dure 2 heures environ, donc voilà, ça vous fait un petit, ça vous fait un petit truc à vous écouter, une sorte de podcast si vous êtes en voiture ou autre. Le player en plus, YouTube est pas mal du tout. Le player, on rappelle que quand même le player YouTube est un des meilleurs trucs de YouTube, malheureusement. Euh, donc voilà, ça vous fait la rediff, donc n'hésitez pas à aller regarder, n'hésitez pas à aller regarder ça. Moi sinon, ben, je vous dis peut-être, alors pour le programme des prochains jours, il y aura soit un stream samedi, soit un stream dimanche, a priori en tout cas, je suis pas sûr et certain vu que lundi est férié. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que de toute façon, on se retrouve au pire lundi soir pour la GPO Victoria 3. La GPO Victoria 3, ce sera la session 4, il me semble, si je dis pas de conneries, oui, c'est la session 4. Il y aura peut-être une tier list de la GPO Victoria 3, notamment dimanche, ça va dépendre de ce que fait ma compagne le dimanche après-midi. Si ma compagne n'est pas dispo le dimanche après-midi, je ferai le stream de la GPO Vic 3. Si finalement elle est dispo dimanche après-midi, je ferai peut-être un stream League of Legends pour vous montrer à quel point j'ai pas de chat sur ce jeu. Ou alors autre chose, je sais pas encore. Ou autre chose, je sais pas encore. Je vais laisser le temps pour le stream lecture pour pouvoir pour que chacun puisse voter ou que même on puisse en débattre et surtout pour laisser le temps de celui-là d'avoir un peu son clout, d'avoir un peu sa diffusion et que chacun puisse le voir et que par exemple certains soient pas obligés de enfin que chacun puisse voir le stream lecture le troisième épisode du stream lecture euh, tranquillement puisse avoir le troisième épisode du stream lecture plutôt tranquillement. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour. Je pense que j'ai fait le tour. Si certains ont des questions, là, n'hésitez pas, il y a 2-3 minutes. Je rappelle aussi également pour les principaux intéressés que Sky a fait une GPO en pays perso. A fait une GPO en pays perso qui s'organise désormais le mercredi de 21h à minuit. GPO U4, donc n'hésitez pas d'ailleurs à aller vous inscrire. N'hésitez pas à aller vous inscrire. Et je ne sais pas si je ferai des tier lists d'ailleurs sur cette GPO. Je suis pas fixé sur le sujet encore. Je suis pas fixé sur le sujet, donc ça se trouve vous n'aurez pas de tier list sur le sujet, vous n'aurez pas vos pays qui seront jugés semaine après semaine. Je ne retournerai pas votre diplomatie. D'ailleurs, ça me gêne, pour être honnête, ça me gêne même d'ailleurs un peu de faire des tier lists sur ce genre de sujet parce que je la jouerai a priori. Donc j'ai pas envie d'influencer la diplo en tant que streamer avec le jeu quoi. Voilà. Ben je vois qu'il n'y a pas de questions, donc on est plutôt pas mal. Je vais cut le stream maintenant.
Si de toute façon, il y a des questions qui vous viennent, par rapport au stream lecture, n'hésitez pas à me tag sur le Discord ou simplement à m'envoyer un message. Si vous pensez que la question peut intéresser plusieurs mondes, taguez-moi sur Discord, ça permettra peut-être d'avoir un débat. Il y a un chat général qui est globalement peu usité, donc n'hésitez pas du coup vous à vous l'approprier pour qu'on parle lecture dessus. Et si je vois qu'il y a vraiment des gens qui parlent beaucoup lecture, je ferai vraiment un gros chan vénère pour qu'on puisse tranquillement pouvoir en parler sans forcément avoir les babouins qui nous sautent dessus, quoi. Et donc sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée et un bon week-end.